Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Aujourd'hui, nous allons vous parler un petit peu des films qu'on redécouvre, ces films que nous avons connus quand on était plus jeunes et qu'on redécouvre plus tard pour toutes sortes de raisons. Et pour cela, je suis accompagné de Benjamin, de Cassandre et de Jérémy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour, Mickaël. Avant de commencer, je voulais vous poser une petite question, parce que ça partait d'un petit débat, enfin d'une discussion avec Benjamin que nous avions eu un petit peu en privé, où je lui ai expliqué comme quoi mon réalisateur préféré, je pense, c'était Damien Chazelle, parce que j'avais mis dans sa filmographie, sur 4 films, je mettais 3-10 sur 10, et il m'expliquait que lui, c'était pas forcément les notes qui définissaient le réalisateur préféré, et donc on se posait cette question-là. Comment on pouvait définir qui sont nos réalisateurs préférés? Est-ce que c'est en fonction des notes? Est-ce que c'est plutôt le style global du réalisateur, etc. Et bien on va justement commencer par Benjamin. Ouais, bah moi je t'avais parlé de Carpenter, alors voilà, c'est un peu comme les films, hein, les réals préférés. Pour moi, c'est dur d'en citer un qui est vraiment au-dessus de tout le monde. Il y a plus, il y en a quelques-uns qui sont bien placés, quoi. Mais là, ouais, Carpenter, je pense qu'il est dans le top 3 actuellement de mes réals préférés. Il y a plus une patte, et je pense que c'est plus lié là, on est dans le concept de la politique des auteurs, quoi, où vraiment c'est la globalité de l'œuvre, je pense, qui me parle chez Carpenter, plus que le fait qu'il fasse des chefs-d'œuvre, parce que c'est des films que j'adore, hein, mais c'est vrai que c'est... Voilà, concrètement, enfin, si on parle de notes, par exemple, voilà, j'ai jamais mis un 10 sur du John Carpenter, mais voilà, je préfère un gars qui fait pas forcément un chef-d'œuvre et après des films sympas, mais qui est plus cette globalité de cohérence. J'avais aussi, je t'avais parlé de James Cameron en comparaison, où là on était plus dans ce truc-là d'un gars qui a créé Titanic, donc qui est aussi un de mes films dans mon top 3, quoi. Mais voilà, à côté de ça, James Cameron, il a fait Titanic, qui est un de mes films préférés. Voilà, il a fait Terminator, qui était une de mes sagas préférées avant que ça parte en sucette totale. Mais c'est vrai qu'après, quand je vois des films de James Cameron, dans la globalité de sa filmographie, il n'y a pas de patte, je trouve, qui peut me faire dire j'aime le travail de James Cameron. En fait, j'aime les films Même de pas James les Cameron. macaronis? Je la patte par rapport à ça, c'est ça? Parce qu'il n'y a pas de pattes qui te font changer d'idée. Ouais, ok. Oh là là. Et je suis fatigué, donc faut pas me faire des blagues comme ça, sinon je vais rigoler. C'est plus, ouais, un gars, j'ai l'impression, qui va travailler un peu dans l'excellence, James Cameron, mais qui est peut-être un peu trop lisse, justement, pour moi, ou pour que je ressente un truc, justement, qui sorte du lot, quoi. Voilà, donc je pense que c'est plus une question de cohérence de l'œuvre globale et de trucs, ouais, qui sort de son cinéma et qui me parle. Et voilà, le côté très 80, par exemple, de Carpenter, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le côté fantastique et tout qu'il aborde, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, voilà, il y a même à travers ça, James Cameron, je sais que, par exemple, pour comparer, hein, mais il a des sujets qui reviennent, il a des trucs qui sont assez récurrents et tout. Mais voilà, c'est moins, je trouve que c'est moins parlant pour moi, du moins. Donc voilà, c'est plus ça qui me parle. Ouais, de mon côté, je comprends, parce que dans la même optique que toi, je pense souvent, on en parle assez souvent tous les deux, mais je parle plutôt sur Cronenberg, qui me fait à peu près le même effet, ou David Lynch, par exemple, qui me fait aussi à peu près le même effet, c'est-à-dire qu'à part Elephant Man, Lost Highway et Mulholland Drive, tout le reste, c'est pas des films fous, mais pourtant, je les aime quand même, j'ai de l'affection, j'aime pour toute la filmographie, ça reste comme ça. Mais Damien Chazelle, c'est vrai que pour moi, il sort
au-dessus du lot, c'est-à-dire que j'en suis à un point où je pleure devant, quoi. Mais je pleure pas que parce que je suis touché par ces personnages, je pleure devant la technique. Je vais pas en faire trop parce qu'on compte faire une rétrospective sur Damien Chazelle un jour, donc j'en parlerai plus en détail à ce moment-là. Mais Damien Chazelle, oui, pour moi, je pense que c'est celui qui me touche le plus aujourd'hui. Et c'est pas étonnant que je lui mette des 10 sur 10 tout le temps parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup trop. Cassandre. Moi, je dirais que c'est un ratio entre une forme de résonance, c'est-à-dire un film qui me fait penser à des traits de ma personnalité. Bon, du coup, ça fait hyper égocentrique dit comme ça, mais... Et le ratio du nombre de films où ça fait ça. Je pense que c'est un peu comme ça que je sélectionne les réalisateurs qui me parlent. Genre, par exemple, il y a Nolan pour son côté ultra casse-tête épique. Voilà, j'adore les casse-têtes, j'adore l'épicness, et c'est un peu sa patte. Ensuite, il y a Villeneuve pour le côté philosophique, contemplatif et vraiment jouer sur les grandeurs, vraiment sur le sentiment d'immensité. Et ça, c'est un sentiment que j'adore ressentir. Moi-même qui dessine un peu, le fait de créer un sentiment d'immersion dans une image et de donner cette sensation d'être minuscule à celui qui la regarde. Enfin, j'adore ce type d'image. Mais c'est justement un truc, maintenant que tu le dis, on discutait avec une amie parce que d'une œuvre de Lovecraft qui parle de l'immensité, justement, Lovecraft. Et on disait que, comment il s'appelle, Guillermo del Toro, c'est vrai que c'était un peu le mec qu'il fallait pour adapter du Lovecraft parce que lui aussi, il aime l'immensité ou ce genre de choses et les monstres. Donc du coup, ça mélange les deux, Lovecraft. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à Villeneuve. Villeneuve pourrait très bien adapter du Lovecraft, je pense. Ouais, je pense aussi. Mais du coup, c'est vrai qu'avant qu'il se lance dans Dune, je l'aurais bien vu, voilà, déjà un petit peu période Blade Runner, tout ça. Dune, ça m'étonne pas aussi qu'il soit allé par là. C'est vraiment... même Incendie, quelque part, il y a vraiment une forme assez philosophique qui revient vraiment dans ses œuvres. Et du coup, voilà, mélangé avec l'immensité. Donc c'est vraiment deux trucs que j'aime beaucoup chez lui. Et après, en troisième, il y a peut-être Vinterberg. J'ai un petit peu du mal à le dire. Ouais, Thomas Vinterberg, c'est ça ? Voilà, c'est ça, celui qui a fait Festen, La Chasse. Voilà, qui a... Ah oui. Et du coup, j'avoue que j'adore son style aussi. Pour le coup, on est sur quelque chose de vraiment radicalement différent. Mais je pense que c'est pour le côté, je sais pas, peut-être un peu... torturé et drame familial et social qui revient. C'est presque le strict opposé de Villeneuve, même, j'ai envie de dire. Là, on est dans un truc beaucoup plus confiné et beaucoup plus... Intimiste. Intimiste, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et du coup, mais je crois qu'en fait, justement, les deux me parlent. Et je crois que c'est pour ça que je pense que ces trois réalisateurs sont peut-être ceux qui me viennent spontanément, parce qu'ils ont fait beaucoup de films qui rentrent dans un aspect précis, presque de ma personnalité, donc... en tout cas, quelque chose qui me parle beaucoup. C'est pour ça que j'appelle la résonance, alors que je vais adorer un Titanic et un Avatar. Mais il n'y a pas de résonance, en fait. Je l'adore vraiment parce que c'est de très bons films. Voilà, mais c'est pas un récit où j'ai l'impression de... Je sais pas, que ça touche à du personnel, en fait, à de l'intime. Ok. Jérémy ? Je suis assez d'accord avec vous deux. Moi, je pense que quand on considère un réalisateur comme notre réalisateur préféré, c'est souvent des mecs qui ont quand même une certaine patte et souvent des trucs qui vont revenir. Ce qui fait que, voilà, comme disait Cassandre, on va se reconnaître là-dedans. Moi, j'aime beaucoup j'ai longtemps considéré Tim Burton comme mon réalisateur préféré, alors qu'il a fait des films que j'aime pas forcément. Mais déjà, majoritairement, il y a beaucoup de films que j'aime de lui. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Quand tu as vu plusieurs films de lui et que tu te dis putain c'était génial, au bout d'un moment tu te dis ça me touche et son cinéma me touche. Et là en ce moment par exemple je sais que tu te fais pas mal la filmographie de Lars von Trier, donc ouais Lars von Trier, quand tu vois que tu recherches Lars von Trier, tu recherches à voir toute la filmographie de quelqu'un. C'est ça. En fait, après, j'aime bien faire ça aussi, me regarder les filmographies. Mais par exemple, là, en ce moment, celui que je considère comme mon réalisateur préféré, c'est Son Notion. J'ai pas encore tout vu de lui parce qu'il en a fait énormément, mais j'en ai vu plus d'une dizaine. Il y en a que j'ai aimé plus que d'autres. Mais globalement, voilà, quand je vois des films de ce gars, à chaque fois, il a un cinéma visuellement et tout, et même au niveau des thèmes abordés et tout, qui me touche beaucoup. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je pense que c'est, voilà, comme disait Cassandre, c'est un ratio aussi
combien on a aimé de films de lui. Parce que des fois, ton film préféré, c'est pas forcément un film de ton réalisateur préféré. Tu peux avoir, Oui, bien sûr. voilà. Donc, mais ton film préféré, le réalisateur, ça se trouve, c'est le seul film qu'il a fait que tu as aimé. Et au final, tu peux pas le considérer comme ton réalisateur préféré. Du coup, je finis juste pour rejoindre mes deux collègues, donc Cassandre pour Denis Villeneuve, parce que j'ai dit que j'ai évoqué John Carpenter dans mon top 3, mais j'ai pas parlé des autres. Mais c'est vrai que Denis Villeneuve est aussi bien placé. Et pour le côté aussi filmographie dont parlait Jérémy, il y a Sergio Leone aussi, qui a fait un peu de films, hélas, puisqu'il n'a pas eu le temps d'en faire d'autres. Mais voilà, il y a le côté de trilogie déjà, donc ça va assez vite. Bon, même si ces deux premiers sont moins bien. Mais voilà, il y a aussi... il y a aussi ce côté, il y a la qualité plus que la quantité, et du coup c'est plus... Enfin, je préfère quoi. Juste, c'est vrai que quand t'as un réalisateur, il a beau avoir fait 5 films, quand t'as surkiffé les 5 et qui sont dans ton top 10, c'est pas mal comme ratio. Ouais, oui, ça c'est clair. Ça, Ari Aster, il a fait que 3 films, mais déjà tu te dis, putain, tu vois, déjà ça fait partie de... Déjà dès le premier, tu sentais que c'était un réalisateur qui allait bien donner, et au bout du deuxième, Benjamin, tu fais, c'est Robert Eggers. Robert Eggers, j'y pensais, ouais, carrément. Ok, donc nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Nous allons nous demander un petit peu donc ce que ça fait de redécouvrir un film et un peu quels sont les facteurs qui peuvent nous faire changer d'avis si on a déjà changé d'avis à la redécouverte d'un film, etc. Et on va commencer. Comment est-ce que vous redécouvrez souvent des films? Est-ce que c'est quelque chose que c'est une pratique que vous faites souvent, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à surtout regarder de la nouveauté et pas trop regarder vers le passé, quoi? Jérémy. Ouais, je regarde beaucoup de nouveautés parce que justement, à chaque fois que je regarde un film que je revois, je me dis c'est du temps que je perds sur tout ce que j'ai à rattraper. Mais d'un côté, j'aime aussi beaucoup regarder des nouveaux films, donc je le fais quand même régulièrement. Revoir des films que j'ai déjà vus, ça c'est quelque chose que je fais assez souvent. Des fois par nostalgie. Souvent, c'est des films de mon enfance que j'ai pas vus depuis longtemps et j'ai envie de me refaire un avis. Et aussi des fois parce que j'ai une mémoire pourrie et que je me dis tiens, je vais voir ce film, et en fait je m'en rappelle plus assez et j'ai envie de redécouvrir l'histoire. Et ce qui est bien, parce que tu allais parler des fameux films que tu regardes en te disant allez, petite découverte, et après au milieu du film tu fais ah mais je l'ai déjà vu en fait. Ouais, mais là du coup c'est ça m'arrive souvent, mais c'est pas conscient. Alors que quand je vais volontairement voir un film que j'ai déjà vu, mais des fois je me dis je sais que j'ai vu ce film mais j'en ai tellement aucun souvenir. Et ce qui est bien, c'est que je suis toujours sensible au twist. Des fois au bout de la 3e fois je me dis ah c'est vrai, putain c'est lui qui est... Voilà, donc c'est... D'un côté, c'est bien. C'est l'avantage de ne pas avoir de mémoire, ça, tu te retapes tes kiffs. Ah putain. Cassandre, est-ce que toi aussi tu es du genre à redécouvrir des films ou pas? Moi j'adore ça, il y a des périodes où je fais que ça, me remater des films que j'aime. Il y en a certains, waouh, j'ai dû les voir à des nombres incalculables de fois. C'est vraiment quand je kiffe ma vie sur un film, si je peux re-kiffer. Alors malheureusement, il y a une date de péremption à cette expérience. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une lassitude qui s'installe, comme pour tout. Si on mange notre plat préféré tous les jours, je pense qu'on peut arriver au stade où on va le vomir rien qu'à l'idée. Et des fois, je vais trop loin. Je me remate trop les films parce que c'est un peu, comment dire, des safe places, des trucs où quand j'ai pas le moral, ça m'égaye direct. Et dans certains, je les ai un peu trop poncés. Donc des fois je m'oblige à pas retourner dessus pour être en mode non, là il faut que tu laisses passer quelques années avant de revivre un petit peu l'ersatz de cette première expérience, parce que là ça marche plus. Et toi Benjamin? Moi c'est une bonne question parce que c'est un truc que je fais, redécouvrir des films depuis quelques années, donc relativement récemment. Je crois que j'ai vraiment commencé à apprécier revoir des films, notamment pendant le confinement, où du coup j'avais le temps de voir des films. Je sais que c'est notamment des trucs que j'avais sur mon PC, des trucs qui traînaient. C'est le moment où tu revois un peu ce que tu as, que ce soit sur ton PC ou dans des DVD que tu as ou quoi. Et du coup tu fais le tri et tu te dis voilà, j'ai le temps de revoir ce film, donc je le revois. Mais c'est vrai que j'ai eu une longue période à partir du moment où j'ai commencé vraiment ma cinéphilie. J'avais ce truc de consommer vraiment du film et en avoir le plus possible dans la tête, et j'avais ce truc de me dire j'ai pas le temps d'en redécouvrir, c'est bon, j'en ai vu un, je dois passer à autre chose, et il m'a fallu quand même des années, un bon moment, pour comprendre que je ne verrai jamais tous les films que je veux voir. Il y en a trop, donc sachant que je suis à un point où j'ai pas, voilà,
j'aime tous les films en fait, donc partant de là, j'ai envie de voir tous les films du monde, mais c'est pas possible, sachant que entre temps, il y en a des nouveaux qui sortent, donc je me suis dit voilà, autant redécouvrir des trucs, puis ça, il y a aussi des gens que tu côtoies qui font plus ça. Je sais que il y a notamment Guillaume qui n'est pas là ce soir, mais je sais qu'il avait une grosse DVD Tech, et je sais que la petite période que j'ai passée à Paris, voilà, je me suis fait des soirées avec lui où justement lui il aime ça, il aime montrer en plus des films, redécouvrir un peu ce truc de redécouvrir des films à travers quelqu'un qui l'a pas vu, quand tu le montres à un pote en direct et tout, et du coup c'est vrai que j'ai commencé à prendre ce petit plaisir là, et de me dire aussi que, comme disait Jay, enfin même je pense pour les gens qui ont une très bonne mémoire, hein, si tu vois une seule fois un film, bon, 10 ans après, certes, tu peux dire j'ai vu ce film, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on te dit bah, t'as vu ce film? Ouais. Ah, et tu te rappelles de cette scène ou de la fin ou quoi? Et moi, trois quarts du temps, quand c'est comme ça, je réponds bah non, parce que je l'ai vu il y a longtemps et que je m'en souviens pas. Donc il y a ce truc un peu frustrant de oui, je l'ai vu, mais je sais rien de ce film parce que ça fait longtemps en fait. Donc voilà, c'est toujours bien de se faire des piqûres de rappel. Donc ça, c'est un truc que j'aime, que je fais. Alors c'est pas vraiment, j'ai jamais eu trop ce côté doudou comme Cassandre par exemple, de revoir des films et tout. Gosse, je pense que c'est un truc qu'on faisait beaucoup plus facilement, mais c'est vrai que je l'ai très vite perdu. Et même les films que j'ai vus souvent ou beaucoup, c'est beaucoup très limité quoi. Enfin, c'est genre si j'ai vu un film 10 fois dans ma vie, je pense que c'est le max. Et même les films que j'adore, hein. Enfin, je sais que par exemple Drive, voilà, je l'ai vu quelques fois, mais il n'a pas encore atteint les 10 fois, tu vois. Alors que c'est un film que je prends plaisir à revoir à chaque fois, mais aussi justement j'ai ce truc de peur comme dit Cassandre, d'anticiper la frustration de l'overdose quoi. Donc c'est pour ça que je préfère laisser même il y a des gens qui te parlent de films qu'ils voient une fois par an. Déjà ça c'est limite pour moi, parce que c'est vrai que c'est relativement récent sur l'appréciation que tu as d'un film, et le fait de l'avoir vu il y a un an, quand tu le revois un an après, la découverte est encore limitée parce que tu as quand même pas mal de souvenirs et tout. Donc voilà, j'aime bien laisser quelques années quand même sur. Je suis d'accord, se refaire un film tous les ans, même ton film préféré tous les ans. Ouais, c'est ça. En sachant qu'il y a eu une longue période où mon film préféré c'était Titanic. Et c'est pas le genre de film que tu te retapes en mode allez, j'ai 3h30 devant moi, je vais me faire Titanic. Non, par contre, c'est vrai que le truc que tu disais, c'était revoir des films avec quelqu'un. Moi, c'est souvent ce que je fais quand j'ai envie de revoir un film que j'ai pas vu depuis longtemps et que je sais que j'ai bien aimé. Souvent, je propose à une amie, tiens, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu veux le voir avec moi? Parce que c'est vrai que tant qu'à faire, t'as moins l'impression de le regarder pour rien. Tu vois, t'as un peu ce truc-là en plus, je vais le faire découvrir à quelqu'un, quoi. J'ai un exemple du coup qui me vient en tête, qui est très récent pour le coup, puisque cette semaine j'ai montré à ma mère et ma tante un film que j'avais vu à l'époque à la télé. Je crois qu'il était passé sur Arte, je crois. Mais j'étais peut-être, j'avais peut-être 18, 20 ans max. Et c'était Mafia Blues. Et je me rappelle que j'avais regardé ce film avec une totale surprise, en connaissant vaguement le nom, mais sans plus, quoi. Et j'avais regardé ça en mode, bon, on va voir ce que ça donne. Et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ça fait si je l'ai vu à 20 ans, ça va faire 15 ans que j'ai pas eu ce film, quoi. Donc là, pour le coup, la redécouverte était totale. Et voilà, il y avait ce petit coup de poker de leur montrer en me disant peut-être qu'elles vont passer un très long moment, je sais pas si c'est leur humour ou quoi, mais voilà, j'ai été très satisfait au contraire, et très fier de voir qu'elles rigolaient de bon cœur, et qu'elles ont passé un très bon moment, et moi aussi. Alors évidemment il y a beaucoup l'effet de surprise et de découverte qui joue sur moi, donc là je l'ai réapprécié, parce que là pareil, je me disais, est-ce que pareil l'humour de quand j'avais 18 ans a changé aussi, ce qui est le cas pour beaucoup de choses, mais là voilà, ça reste un bon film efficace et tout. Ça aussi, il y a notre évolution qui rentre en jeu, notre évolution des goûts, de notre vie, de notre perception des choses et tout, de l'humour. Donc voilà, c'est toujours bien de laisser passer du temps pour refaire un point, quoi. En fait, pour moi, il y a deux sortes de films que tu regardes, que tu revois. En fait, déjà, il y a les films que tu n'as pas vus. Tu te dis, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, je vais le revoir pour me refaire un avis. Et après, tu as les films que tu as déjà vu plusieurs fois, ou que tu connais bien, et que tu te dis, je vais le revoir parce que ça me fait plaisir de le voir. Oui, c'est ça. Il y a des films que tu découvres, et il y a des films
que tu vois en te disant je vais passer Ouais, un bon c'est ça. moment parce que je sais que c'est une valeur sûre et que je l'ai déjà vu et qu'à chaque fois que je le revois, je passe un bon moment, quoi. Vous voulez qu'on parte avec Cassandre T'as parlé, hein, allez-y. Non, je déconne. Non, mais pour ma part, du coup, c'est vrai que moi je suis pas du genre à redécouvrir des films non plus. Ça m'arrive de voir 2 fois d'affilée. Là, par exemple, j'ai revu justement la filmographie de Damien Chazelle en quelques mois, mais parce que ça me manquait. Il fallait vraiment que j'avais besoin de les revoir quasiment. Mais je sais que maintenant, voilà, que je les ai vus là, je peux lâcher du lest pendant un bon moment. Mais je remarque que mes redécouvertes se font surtout à travers mes enfants. Je redécouvre en ce moment tous les films Disney, je redécouvre plein de films que je leur montre. Un peu comme voilà, une passation, leur dire regardez, ça c'est ce que je regardais quand j'étais petit, je leur ai montré Roger Rabbit, tout des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des films que j'avais pas vus depuis des années et des années, que je redécouvre justement en leur montrant à eux. Et je vois aussi la différence, moi qui avais des étoiles plein les yeux devant certains films et que je vois qui vont s'ennuyer ferme devant, ou le contraire, des films que quand je les vois aujourd'hui, je fais ah là là, c'était mauvais en fait, et je les vois avec des étoiles plein les yeux et mort de rire quoi. Je fais bon, au moins ils ont le truc de ce que je me disais moi aussi. Par exemple, j'ai redécouvert La Petite Sirène, j'aime pas ce film en fait, il est nul. Oh là là, il est Donc bête. tu leur montres pas le film, pas le Ouais. live action. Hein, ça va. J'ai pas vu le live action, je sais pas. T'as de la chance. Je peux pas dire. Mais ouais, mais déjà le dessin animé était pas fou, hein. Donc pour de vrai, il est pas si bien que ça. Mais voilà, donc moi c'est un peu ma manière de revoir les films. Mais je voulais rebondir sur un truc par rapport à Cassandre. Cassandre, c'est vrai que tu parlais de ce côté film doudou. Quand tu revois des films, c'est surtout pour le plaisir de revoir des films que tu as aimés. Mais est-ce que ça t'arrive justement d'essayer de revoir des films pour voir si tu as changé d'avis dessus? À te dire, tiens, ce film, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, mais maintenant, moi j'ai eu cet effet avec Equilibrium par exemple à l'époque. Je me disais, plus je vieillissais, plus je me disais, putain, mais je crois qu'Equilibrium il est nul, et j'avais peur de le revoir en fait, parce que je me disais, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais j'avais peur de le revoir parce que je me disais, cette redécouverte me fait peur, parce que j'ai peur de déprécier un film que j'avais adoré. Et est-ce que ça t'arrive de faire ça quand même, d'essayer de revoir des films pour changer ton avis justement, ou pour garder le même avis justement? Alors en fait, moi j'ai eu un petit problème pendant longtemps. C'est-à-dire que passer son temps devant des films, dans ma famille, c'était... Bon, forcément, quand t'es ado, on te trouve toujours mieux à faire. Notamment, tu devrais ouvrir un bouquin un petit peu. Donc... Et regarde voilà. comme il fait beau, sort, va prendre l'air. Exact. Ouais, celle-là aussi. Oh là là, un grand classique. Et du coup, il m'a fallu trouver une excuse, entre guillemets, pour pouvoir regarder des films tout le temps. Donc comme je savais bien dessiner, à chaque fois, c'était un petit peu mon excuse en mode « Mais non, mais je dessine là, c'est en fond, c'est tout !» Et parce que comme je dessinais bien et qu'on me voyait déjà faire carrière, ça m'a permis un petit peu de regarder autant de films que je voulais. Donc c'était cool. Mais ça m'a fait prendre une très mauvaise habitude parce que du coup, en fait, j'ai mal vu beaucoup de films. Il y a beaucoup de films où, parce que j'ai fini par avoir le sentiment d'être improductive, en fait, si je dessinais pas en regardant un film. Et ça a vraiment fini par s'imprimer, les deux activités ensemble. Et après, c'était vraiment, je dessinais, il me fallait un film. Mais les deux étaient obligatoires. Je pouvais pas dessiner sans un film, je pouvais pas regarder un film sans dessiner. À part si je le faisais découvrir à quelqu'un. Là, j'arrivais à être dedans, et même des fois, je kiffais plus ma vie que quand j'avais vu la première fois, justement, puisque je dessinais en parallèle. Alors, j'arrivais bien à mixer les deux activités, donc en vrai, il y a beaucoup de films que j'ai découverts comme ça, et où j'ai pris un plaisir dingue, même en dessinant en parallèle. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films qui se prêtaient pas du tout à l'exercice. Donc autant les films à dialogue ou les choses comme ça, si tu t'as ton nez sur le dessin, à la fin, si t'as regardé les scènes, tu peux te faire la scène dans ta tête. Genre les personnages y parlent, tu regardes plus, c'est bon, ils sont toujours en train de parler, j'ai compris le principe. Mais par contre, faire ça sur un Fast and Furious, c'est ne pas avoir compris le but du film, en fait, par exemple. Donc, déjà, tout ce qui est film d'action, j'en ai regardé peu à cause de ça. Parce qu'à la fin, j'étais en mode, mais il est nul ce film, ça parle de rien. Mais oui, mais si je regarde pas l'écran, évidemment. C'est vrai que les dialogues dans Fast and Furious sont limités, quoi. Voilà. Donc si je regarde pas les scènes d'action parce que je vais avancer sur mon dessin, voilà, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc en fait, c'est quelque chose que je me suis empêchée de faire maintenant. Maintenant que je revois un film ou que... Parce qu'avant, c'est aussi pour ça que j'ai revu beaucoup de films. Parce qu'il y a une période où je me suis dit, non, tu ne découvres plus de films en dessinant. Quand tu découvres un film, tu fais plus rien. Et du coup, j'ai regardé encore plus de films parce que j'étais en mode, celui-là, je l'ai vu, c'est bon, j'ai le droit.
Et du coup, ça me laissait, comment dire, c'était une excuse pour rester dans mes obsessions. Et donc, du coup, il a fallu que je casse la chaîne et que je sois en mode, ok, tu ne fais plus rien, que tu revois ou que tu découvres un film. Et donc, je suis en plein dans cet exercice. Ça fait, voilà, peut-être 1 ou 2 ans que j'essaie de m'y tenir. Des fois, ça me démange encore, hein, de sortir un calepin et de gribouiller des trucs en parallèle. Mais voilà, j'essaie de me tenir à mes bonnes résolutions. Et d'où le fait qu'il y a des films, enfin, il y en a plein, du coup, que j'ai voulu revoir pour me faire justement un deuxième avis, parce que je savais que l'expérience avait déjà pas été la bonne de départ. Par exemple, d'où ma déception de Mulholland Drive. Je me suis dit, ok, j'ai rien compris parce que j'ai dessiné en parallèle. Tu fais pas ça. Je l'ai regardé sans rien faire, j'ai pas compris non plus. Donc Oui, c'est là, ça. j'étais surprise. Je m'y attendais pas. Je pensais vraiment comprendre quelque chose la deuxième fois. Donc voilà, du coup, oui, il y a beaucoup de films que je revois, en fait, justement, pour casser mes mauvaises habitudes du passé et pour voir, en fait, lesquelles ont totalement changé d'expérience, parce que oui, depuis le début, il fallait regarder l'écran, ce qui paraît logique à tout le monde, mais voilà, qui ne l'a pas été pour moi. Et certains aussi, parce que ça fait longtemps, en plus, je suis pas la même personne, forcément, que celle que j'étais dans le passé, donc... parce que ça aussi, je pense qu'il y a vraiment des étapes, en fait, dans la vie d'un cinéphile. Et par exemple, moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aime de plus en plus les films bizarres. Enfin, j'aurais découvert un Quentin Dupieux quand j'avais 15 ans, je me serais dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors que, en vrai, du haut de... Enfin, je sais pas, mais entre mes 25 et 30 ans, découvrir des Dupieux, ça a été un régal. Parce que j'étais en mode, wow là là, tous les codes du cinéma auxquels je suis rodée et que je vois venir à 2 lieux, je ne prévois rien. Ce film va dans tous les sens et je ne peux rien prévoir. Et c'était un régal, mais justement parce que quand on est rodé au cinéma, ben, en fait, il peut y avoir une certaine lassitude, un certain « Ah, ça je l'avais vu venir, ah, bah, ça c'est surfait, oh là là, ça c'est cliché ». Alors du coup, tu finis par être attiré par des trucs de plus en plus bizarres, en fait, presque Oui, bien par sûr. automatisme. Je suis totalement d'accord, ça me fait pareil. Je pense qu'on est un petit peu tous comme ça ici, dans notre entourage. On a tous cette appétence pour les films un peu chelous. Mais le truc, c'est que moi, c'était pareil. Dupieux, quand j'ai découvert à l'époque, c'était un peu ma porte d'entrée envers ce cinéma un peu étrange. Et je l'avais catégorisé comme mon réalisateur préféré après Rubber, quoi, que j'avais trouvé fabuleux. Mais par contre, il a fait exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, limite, même si les scènes, tu peux pas les prévoir, ce qui va se passer, je trouve le style du réalisateur tellement prévisible que ça en est devenu fatigant pour moi à regarder. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de regarder sa filmographie parce que j'ai remarqué que j'avais l'impression de regarder toujours le même film. Ça m'a gonflé, il m'a gonflé, son humour m'a gonflé, ses gimmicks me gonflaient. Et je trouve ça un peu dommage chez Dupieux parce que je trouve que c'est très répétitif et qu'il n'y a pas grand-chose au final et que c'est pas si consistant que ça. C'est bien pour une découverte, je trouve que tout le monde devrait voir des Dupieux parce que c'est important de voir un autre style de cinéma. Mais... après, je trouve que Yannick se dénote pas mal. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai adoré Yannick. Je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Il y a. Vas-y. Non, je disais juste, je suis d'accord pour Dupieux parce que moi aussi j'ai eu une grosse période quand j'ai découvert où je voulais me faire tous ces films et tout, et je continue. J'ai vu tous les derniers qu'il a fait et tout. Alors après, je sais pas si c'est son cinéma qui ne me touche plus ou si c'est ses derniers films qui ne me touchent plus. Mais en tout cas, les derniers que j'ai vus, et ben voilà, il y a Yannick qui est sorti du lot. Et après les derniers, je suis sorti du cinéma en me disant j'ai pas tant aimé que ça, quoi. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire c'est en dents de scie, mais c'est vrai que ces derniers films, évidemment, enfin on est tous d'accord pour Yannick visiblement parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais parce qu'il change aussi de ce qu'il fait d'habitude. Ouais. J'allais dire c'est un peu aléatoire, mais c'est un peu un film sur 2 qui est bien. Mais c'est vrai que là, les derniers, moi, m'ont moins parlé. Dali, je me suis pas mal ennuyé. J'ai pas aimé Dali. Il y avait Mandibule qui est sympa, mais encore, c'est sympa, quoi. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. Et ouais. Deuxième acte, t'es allé le voir? Deuxième acte, je l'ai pas vu. Il y en a un autre là. Il était pas mal. Celui-là, il commence à avoir quelques années, mais Au Poste, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais, que moi, je l'avais trouvé très moyen Au Poste. Ah ouais, okay. Donc maintenant, un peu comme je vous ai dit par rapport à Equilibrium, est-ce que vous avez des petits exemples de films justement que vous avez changé d'avis à la redécouverte d'un film? Alors moi, Equilibrium, j'ai pas vraiment changé d'avis, c'est-à-dire que maintenant je vois les défauts que je voulais pas voir quand j'étais plus jeune ou que je ne voyais pas tout simplement, hein. Et aujourd'hui, c'est un film qui me touche, mais qui me... Il y a plein de moments où je lève un peu les yeux au ciel parce que je me dis c'est quand même moche, c'est quand même un peu ridicule à certains moments, etc. Et je peux plus passer à côté, quoi. Mais est-ce que vous en avez des films comme ça que vous avez alors pas forcément dans le mauvais sens, hein, justement, hein, des films où quand vous l'avez redécouvert, vous l'avez vraiment, mais vous avez complètement changé d'avis, soit que vous n'aimiez pas, que vous avez fini par aimer, ou le contraire. Benjamin. Oui, j'en ai
pas mal. Bon, j'ai déjà abordé dans certaines émissions du Cinésphère ou dans 3 films, j'en ai peut-être déjà parlé aussi, mais Drive évidemment, que j'ai vu la première fois, que j'ai vu en pensant, en me disant allez, je me fais un petit plateau télé, je regarde un petit film d'action avec un gars qui conduit vite et tout, ça va être bien, je vais poser mon cerveau, ça va être cool. Et évidemment, vu toutes ces attentes-là, je me suis bien ennuyé devant Drive la première fois. Et je l'ai redécouvert, pareil, je crois que c'était la période du confinement à peu près. Parce que voilà, ça faisait partie de ces films où je me suis dit, je suis peut-être passé à côté. Et il y avait effectivement ce truc de... il y a peut-être assez longtemps que je l'ai vu pour peut-être que j'ai changé d'avis sur... Enfin, même, il y a peut-être moyen que moi-même j'ai changé, qu'il y ait peut-être... voilà, c'est possible que je l'apprécie plus cette fois. Donc je l'ai revu en sachant à quoi m'attendre, parce que du coup, je savais la deuxième fois que je l'ai vu que c'était pas un film d'action. Et voilà, maintenant, il fait partie de mes films préférés. J'ai aussi Le Parrain, que j'ai vu la première fois au début de ma vraie cinéphilie. Enfin, j'avais évidemment vu des films avant, mais vraiment ce début où j'ai commencé à aller sur les listes Allociné, sur les tops, les meilleurs films à voir au moins une fois dans sa vie, tout ça, c'est ce genre de truc que je pense que beaucoup de cinéphiles ont fait. Et voilà, et du coup, bon, évidemment, Le Parrain ressort très souvent dans les premiers. Et la première fois que j'ai vu Le Parrain, je l'ai vu pas forcément pour les bonnes raisons, parce que je l'ai vu pour le voir, quoi, mais je l'ai pas vu en ayant envie de le voir. Enfin, c'était juste une case à cocher, en gros, pour moi à l'époque. C'était, voilà, je regarde Le Parrain, et après je dis aux gens, je suis cinéphile, j'ai vu Le Parrain, vous voyez. Mais voilà, j'avais pas compris, enfin, j'étais passé complètement à côté, et les 3 heures, je les ai évidemment bien senties, je me suis un peu ennuyé, et voilà, et du coup, c'est pour ça que j'ai pas vu les suites à ce moment-là. J'étais ado, enfin pareil, je crois que j'avais même pas 18 ans, peut-être dans ces eaux-là, quoi. Mais pareil, le confinement, décidément, toute ma filmographie se résume au confinement. Non, mais ouais, du coup, j'ai eu le temps de voir les 3 d'affilée. Et donc, j'ai redécouvert le 1. Donc, évidemment, je l'ai apprécié, j'adore ce film. Et pareil pour le 2, que j'avais découvert, mais du coup, en ayant vu le 1 juste avant. Et donc voilà, bon, le 3 est moins bien, mais voilà, les 2 films sont, je pense, des chefs-d'œuvre qui ont leur aura. Enfin, ils n'ont pas volé tout l'aura qu'il y a autour de ce film, je pense. Voilà, il y a ces 2 films qui me viennent en tête. Dans le sens inverse, j'ai les Terminator, tout à l'heure j'en parlais justement de James Cameron, mais je sais que Terminator 2 a longtemps été, étant en enfant des années 90, vu que le 2 est sorti l'année de ma naissance, donc 91. Je sais que ça a été un film pas mal doudou dans les premiers films de science-fiction que je voyais, vraiment action, badass et tout. C'était un peu mon symbole de ce genre de film, quoi, quand j'étais petit. Donc le 2, voilà, avait vraiment une place pas mal dans les premiers films que j'ai appréciés en termes de grands spectacles, quoi. Et c'est vrai que j'avais vu le 1 après le 2 forcément, et voilà, j'avais à l'époque ce truc de me dire que je préférais le 2 au 1. Parce que pareil, peut-être le 1 est de 80, c'était vieux, peut-être que j'avais pas les armes pour voir des vieux films en remettant ça dans le contexte et tout, en prenant du recul. Et pareil, je me suis refait tous les Terminator il y a quelques années. Et maintenant, ça a changé, du coup, maintenant je préfère le 1 que le 2. C'est vrai que le 2, il y avait ce côté-là où tu parlais des films que tu idéalises. Et j'ai revu le 2 et je me suis dit, c'est très bien, évidemment, Terminator 2, je ne vais pas dire que c'est... Mais voilà, j'avais ce truc de me dire, c'était encore mieux dans ma tête. Sachant que le 1, je l'ai redécouvert pour le coup et j'avais laissé passer assez de temps. Et je préfère l'ambiance du 1. Bon, j'aime beaucoup les années 80, tout ça, donc même en termes d'atmosphère et tout, le 1 maintenant me parle plus que le 2, alors que c'était le contraire avant, quoi. Il faudrait que je le fasse Voilà. aussi, parce que c'est vrai que dans ma tête, le 2 est... Alors je me rappelle que j'adore le 1 aussi, hein, mais je sais que je préfère le 2, enfin je crois préférer le 2 au 1, et du coup j'ai envie de me les refaire pour voir si je pense pareil que toi au final ou pas. Ouais. Et pour voir si c'était trop mon best-tout. Jérémy. Alors moi, ça me fait souvent ça sur les comédies en général, où j'essaie de les... quand je les revois, en fait, c'est souvent des trucs qui m'ont fait rire quand j'étais ado, et je les revois maintenant,
Et je trouve ça pas ouf. Et souvent, je sais que j'aimais bien les Austin Powers, par exemple, quand j'étais jeune. Et je les ai revus il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, et j'ai pas aimé du tout, quoi. J'ai détesté, j'ai trouvé l'humour lourd, j'ai trouvé ça insupportable. Et donc voilà, c'est souvent sur ces trucs-là. Il y a 2 films que je voyais beaucoup quand j'étais petit, et que, pareil, j'ai peur de les revoir aujourd'hui. J'ai envie de me dire, je me les refais, mais ça m'inquiète. Il y avait Comme Chien et Chat. Je me dis, j'aimerais bien le revoir, Ah ouais, putain, parce que ça je date, l'ai vu tellement, mais je suis sûr que ça a tellement vieilli, même au niveau des effets spéciaux et tout, et je suis sûr que je vais trouver ça naze aujourd'hui. D'un côté, j'ai cette curiosité nostalgique. Je crois. Et justement, j'ai vu passer un truc sur les réseaux il y a pas longtemps qui pareil, il y avait un comparatif je crois de ce film qui parlait justement des effets spéciaux par rapport aux animaux qui parlent et tout. Mais je sais pas si c'est pas dans une vidéo d'écran large où justement elle parle de Mufasa, c'est Déborah je crois qui fait la vidéo, et de le côté animaux qui parlent est limite mieux fait dans Comme Chien et un Chat, le premier, parce que c'était très subtil en fait, c'était très léger. Déjà c'était des vrais animaux, c'était pas des images. Mais il me semble synthèse, qu'il y a des scènes qui sont quand même bien kitsch avec les ninjas, les chats ninjas et tout. Ça doit être bien ça vieilli, c'est possible, quoi. mais bon. Et après là j'ai vu The Whale là cette semaine, et je me suis dit j'aimerais bien me refaire Georges de la Jungle. Et c'est pareil, je sais que j'adorais quand j'étais gamin, mais je suis sûr que je vais trouver ça éclaté aujourd'hui. Franchement, moi, alors autant Austin Powers, j'ai peur d'être déçu si je les revois aussi, parce que je pense que... Mais autant Georges de la Jungle, je suis sûr que je vais kiffer. Parce que c'était très absurde, c'était très drôle. Je me rappelle du brisage du 4e mur où il parle avec le narrateur et tout. Ça, ce genre de truc, c'est intemporel. J'ai envie de me les refaire, mais j'ai cette peur de me dire peut-être ça va gâcher mon souvenir d'enfance, tu vois. Et c'est pour ça. Mais déjà, moi, quand j'étais petit, les moments où il se prenait un arbre cartoon, ça me faisait déjà pas rire. Ouais. Donc je pense que j'avais déjà fait le tri de ce que je trouvais drôle et pas drôle dans le film, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, mais voilà, des fois, après, j'aime bien voir des films pour leur redonner une chance. Je sais que j'avais pas aimé L'écume des jours à l'époque où je l'ai vu. Et après, j'ai vu que c'était un film de Michel Gondry. Après, je me suis rappelé que c'était un film qui était un peu particulier, un peu bizarre, et je me suis dit je vais lui redonner une chance parce que j'aime bien les films bizarres, et je l'ai revu et j'ai toujours pas aimé, donc des fois... Mais parce que tu l'as pas compris, c'est du génie. Donc j'ai détesté ce film, pourtant j'aime Gondry et tout, et voilà. Donc mais des fois je décide, parce que souvent, comme disait Benjamin, il y a des films qu'on a vus mais on savait pas du tout à quoi s'attendre, et des fois on n'était pas dans le bon mood. C'est juste que des fois on s'attendait pas à ça, et donc des fois j'ai détesté un film, et l'avoir revu après en sachant ce que j'allais voir, je me suis dit putain, il est bien en fait. C'est juste que t'avais pas, les attentes que tu avais n'étaient pas remplies, quoi. Cassandre. Je vais réfléchir à la question. Alors du coup, je dirais qu'il y a un peu comme tout le monde, les films de l'enfance où en fait je pense que je les aime toujours en grandissant, mais c'est juste que j'ai pas du tout le même regard dessus. Que là où j'étais à fond dedans quand j'étais plus jeune, du type je vais dire Blade, par exemple le premier Blade, j'avais adoré quand j'étais gosse. Et il y a aussi Un incroyable voyage avec les 2 chiens et le chat qui essaient de trouver leur maître. Voilà. Mais en fait, c'est des films où j'étais à fond dedans quand j'étais plus jeune, et en les revoyant beaucoup plus âgés, j'ai kiffé, mais tout en leur trouvant un côté ultra kitsch. Mais il y avait tellement de nostalgie avec que... Et puis bon, je sais pas... pas pour l'Incroyable Voyage. L'Incroyable Voyage, je le trouve toujours aussi sublime aujourd'hui. Ouais. Enfin, perso. Moi, je lui trouve un côté kitsch, mais en vrai, j'ai quand même passé un trop bon moment. En plus, Jean Reno et Clavier qui font tous les deux le doublage des 2 chiens. Putain, je savais pas ça par contre. Je savais pas que c'était Jean Reno. C'est Clavier et Reno, et la chatte, c'est Valérie Lemercier. C'est tout le cast des Visiteurs en fait. Et du coup, je suis curieux de qui fait. Quel chien est doublé par lequel du coup ? Alors, Chance, c'est le foufou. C'est Clavier. Le Shadow, oui, non, c'est un Golden, mais oui, c'est la même famille. Donc il y a le Golden, c'est Jean Reno. C'est Jean Reno parce qu'il est tout calme, très sage, très vieux. Voilà, c'est très posé. Et voilà. Et l'autre c'était un dog, Mais dans le deuxième, c'est plus le. Alors il y a toujours Jean Reno, je crois, mais la chatte et l'autre chien, c'est plus la même voix. Ah putain, j'ai envie de le revoir rien que pour ça maintenant. En VF. Je sais que Benjamin, Michael aime beaucoup,
Cassandre m'en a reparlé il y a pas longtemps. En VO. En VO, c'est Christian Clavier qui nous l'envoie. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je sais pas pourquoi j'ai précisé. Justement, alors vous avez parlé un petit peu de ça, du mood, et que ça peut vous changer un petit peu d'avis, le mood. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres exemples, d'autres choses qui peuvent vous faire changer d'avis? Par exemple, moi, je sais que moi, il y a plein de films. Alors, je peux pas le confirmer, parce que j'ai jamais testé les deux, mais dans ma tête, je me dis, quand je l'ai vu au cinéma, un film, je me dis, je pense que si je l'avais vu devant mon PC, je l'aurais moins aimé, quoi. J'aurais pas autant apprécié ce film. J'ai l'impression que la salle de cinéma, elle donne déjà un point ou deux direct, tu vois, à un film de base, juste pour les conditions qu'il y a. Je sais pas si ça vous fait la même chose, et si vous avez d'autres choses aussi qui vous fait ce genre de choses, quels sont les facteurs, en fait, clairement, qui peuvent vous faire changer d'avis sur un film et le faire apprécier ou déprécier, quoi. Alors moi j'ai juste un truc qui va un peu contre ce que tu dis là, mais j'ai un exemple de film qui a popé dans ma tête justement. C'est Unfriended. C'était un film de 2014. C'était un found footage, mais pas vraiment. C'est des trucs captés directement sur écran. Et ça, je me rappelle que c'était notre ami Thomas qui l'avait vu déjà ce film, et il m'avait dit, je te le conseille, mais du coup regarde-le sur ton PC, ne le regarde pas en Là pour le HDMI coup sur c'est ta un télé film ou vraiment quoi. qui se prête au PC, quoi. Et du coup c'est ce que j'avais fait, et c'est vrai que c'est cool quoi de voir ton PC et de te dire que potentiellement t'imagines plus. Voilà, après je pense que c'est très bien, suspension d'incrédulité, tu le vois au cinéma et ça marche aussi. Mais là voilà, c'était la petite référence quoi. Après, moi, ouais, le cinéma, moi, c'est toujours un plaisir d'y aller. Donc, c'est toujours. J'ai toujours, oui, un peu comme toi, ce truc de me dire que c'est toujours mieux au cinéma. C'est pour ça que j'aimerais aussi redécouvrir des vieux films au cinéma. J'essaie de sauter dessus dès que je vois des petites rediffs ou quoi. Enfin, j'ai un cinéma associatif à côté de chez moi qui fait pas mal ça. Donc, dès que je peux, même si c'est des films qui m'attire pas forcément, le principe me plaît quoi. Enfin, le truc de voir des trucs des années 80 sur un écran en 2025, enfin sur grand écran, je me dis c'est toujours mieux que de le découvrir chez moi. Alors pareil, il y a toujours ce truc des gens qui te disent maintenant que oui effectivement la technologie avance vite, et du coup ça devient de plus en plus abordable, des bonnes télés avec des bonnes barre de son et tout, donc oui, le côté t'as qualité. rarement un écran de 12 mètres chez toi après, donc oui, non, je préfère aller au cinéma parce que j'ai un peu du mal avec les gens qui me disent que justement, oui, ils ont du bon matos, oui, ils ont une grande télé, un grand écran plat, ils ont un bon son et tout, d'accord, mais bon, ça reste que c'est ton canapé, que c'est ton salon, que t'as ta vie autour, enfin voilà. Même moi, j'estime que j'ai du bon son parce que j'ai des bonnes enceintes, mais j'ai aussi des voisins, donc je peux pas le mettre au volume que je voudrais. Oui, je en peux plus. pas, Oui. Donc voilà, j'ai toujours. Puis bon, moi c'est encore autre chose, mais le cinéma est aussi une sortie pour moi. Le fait de sortir de chez moi, de m'habiller, de prendre la voiture et tout, de me poser, d'arriver dans la salle et tout, c'est aussi un plaisir plus que juste rester chez moi. Voilà, j'aime bien prendre l'air, et j'aime bien l'idée de sortir pour voir un film quoi. Mais du coup, oui, j'aime découvrir des films au cinéma qui soient actuels ou les redécouvrir. Et voilà, je sais plus exactement quelle était la question. En gros, est-ce que tu as d'autres facteurs qui vont te faire changer, pas ceux qui te postent des choses, hein, mais qui vont te faire changer d'avis sur des films? Oui. T'as raison, t'es fatigué parce que même ça, t'as rigolé quoi. Oui, je suis fatigué. Incroyable. Mais j'ai rigolé aussi parce que je l'ai en tête depuis tout à l'heure. Vous avez beaucoup de mots facteurs. Je trouve les livreurs Amazon particulièrement efficaces. Voilà. Je vais laisser peut-être mes collègues parler et rebondir après parce que là je sais Cassandre, si toi tu as quelques facteurs autres qu'on n'a pas dit, ou alors étoffer un petit peu ce qu'on a déjà dit. Alors ouais, moi il y en a pas mal. Genre des fois il y a des trucs un peu couillons. Genre par exemple Hunger Games 1, je l'avais pas aimé la première fois que je l'ai vu parce que j'avais pas compris que c'était une trilogie. Je croyais que c'était un seul et même film. Du coup j'étais en mode qu'est-ce que c'est que cette fin de merde. Et en fait, j'ai appris avec du retard qu'il y avait plusieurs films. Du coup, je suis en mode ah, non, en fait, il est peut-être bien. Ah ouais, mais c'est pour une littéraire en plus. C'est rigolo que tu savais pas qu'il y aurait plusieurs films alors que c'était hyper connu qu'il y avait déjà 3 livres quoi.
Ah, mais pour le coup, comme je suis un peu la seule, enfin moi j'avais surtout des potes meufs, du coup la science-fi, je suis un peu la nerd du groupe quoi. Donc c'est pas elle qui allait me tenir des actus là-dessus. Et si moi j'ai pas lu Hunger Games, je pouvais pas le savoir quoi. Mais bien sûr. Donc du coup voilà, mais une fois que j'ai su que c'était le premier, j'ai kiffé. Et donc voilà, il y a des films un peu accidents comme ça. Ensuite, il y a des films aussi où en fait, il y a un truc qui va m'énerver à fond la première fois que je le vois. Des fois, c'est un détail un peu nul, hein, mais c'est un détail qui va m'énerver à fond et qui va en quelque sorte me gâcher un peu le film. Et des fois, en le revoyant, après, je me calme. Genre le film Tu ne tueras point. C'est un film que je trouve excellent et vraiment très bon film. Et même la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Mais il y a un détail à la fin qui m'a énervé et du coup, j'ai eu un peu un switch. J'ai eu envie de détester ce film tout à coup. Et il m'a fallu le revoir pour me dire non, c'est qu'un détail, calme-toi. Et Je donc suis voilà, curieux des de fois, ça savoir peut ce que jouer. c'est, du coup, ça spoil si tu le dis. Oui, parce que je l'ai pas vu. C'est bien un film de Mel Gibson. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai envie de le voir. Andrew Donc, Garfield. non, me dites pas, j'ai bien envie de le voir. Désolé. Il y a pas de souci. Donc voilà, mais en le revoyant, voilà, je me suis dit en fait c'est un détail un peu nul, c'est pas si important, hein, mais voilà, moi je lui ai mis beaucoup trop d'importance sur le coup parce que en fait pour moi ça a gâché le fond, c'est ça. Quand un film en fait a un message, j'aime bien qu'il soit cohérent avec son propre message, et pour moi c'est un détail qui m'a énervé parce qu'il rentre en incohérence avec son propre message. Mais après voilà, c'est du détail, c'est pas si important. Donc voilà, il y a de ça aussi. Et après, il y a des films, ben, c'est parce que ça pique les yeux. Hein, genre, j'ai revu ces dernières années Kaina et la prophétie, qui est un film d'animation que j'aime bien, bien SF. Donc, et du coup, ben, voilà, en le revoyant vraiment des années plus tard, tu sens que c'est une petite production, quoi. Petite production de l'époque. Donc, la 3D, ça vieillit pas toujours bien. Et du coup, voilà, Ça, des fois, c'est clair, ouais. ça pique un peu. Et Donc, il y a un film que je pense que je pourrais plus revoir, c'est La véritable histoire du petit chaperon rouge. Parce que l'humour me faisait mourir de rire quand j'étais jeune, mais il était tellement moche déjà à l'époque. Aujourd'hui, je pense que je pleure du sang en fait. Dans le dernier 3 films qu'on a enregistrés, il y en a un qui me vient en tête aussi. Oui, mais évidemment. De film d'animation, The Prodigy. Ouais, oui. The Prodigies, on en parle de toute façon dans ce Oui, film, oui, oui. mais qui. ah, je l'adore vraiment- celui-là. C'est vrai? Ah ouais, franchement, je le surkiffe. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a vu, donc c'est cool. C'est bien. Ouais, en plus, moi, je Eh le ben- trouve beau. En fait, il a son style à lui, mais pour le coup, je trouve pas qu'il pique les yeux, lui. Je Non, trouve juste alors, qu'il en a son fait, style. Le problème, en fait, non, c'est que son style est ultra stylé. C'est-à-dire que c'est la recherche esthétique est constante. Ça pète la classe du début à la fin. Mais on trouve que esthétiquement, ça fait quand même un vieux jeu vidéo raté quand même. Enfin, cinématique de jeu vidéo un peu moche, quoi, des années 2000. Enfin, Ah, je il y a trouve. peut-être- La je sais pas, texture, peut-être un en fait, petit côté- la texture des personnages, la texture plastique est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, ils ont aucune émotion, ils sont, on dirait des robots. Enfin, c'est. Ah, c'est possible, mais c'est vrai que je trouve quand même qu'ils ont une bonne expressivité. Et en plus, Ah non, je trouve pas. Je trouve Ah, qu'ils ont enfin- absolument pas une bonne expression, mais rien du tout en fait. Ils ont En fait- aucune expression. quand je parle d'expressivité, je parle d'une bonne expressivité de départ. Je dis pas qu'elle varie beaucoup, mais par exemple, le jeune avec sa casquette, je trouve qu'en une image, il a une expression qui est captée en fait. Ouais, mais je trouve Et ça c'est naze. ça. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord avec le fait que ce soit un gage de qualité du coup. Si c'est Non, pour c'est pas- qu'on te reste dans un truc, d'un cliché du lui il est comme ça, du coup il est comme ça. Mais non, je suis pas d'accord. Ça, c'est nul. Ils sont pas. C'est comme le petit gros avec sa gueule renfrognée là. Ben c'est un petit gros avec une gueule renfrognée du début à la fin. Il a rien d'autre en fait. Je Ah. trouve que alors que la DA du film est incroyable. Hein. Je suis bluffé du début à la fin. Je l'aime le film. Hein, au cas où on dirait pas comme ça, mais j'aime bien le film. Donc, je suis le Bah, c'est seul vrai que moi, qui les voit 5, pas de c'est quoi vrai vous que je suis parlez. d'accord sur le fait qu'ils sont pas très bien développés, mais disons que pour moi, c'est une entité, les 5 gosses. Ils sont pas vraiment à prendre séparément, quoi. Et je trouve le personnage principal, ouais, il ressort bien et la mise en scène est folle. Jimbo, Donc, c'est celui que je préfère. Hein. Le personnage principal, c'est vraiment celui que je préfère. J'ai l'impression qu'on fait un spin-off de 3 films qu'on a déjà fait. C'est vrai. avec ouais, Avec c'est- Cassandre en Ah, DLC qui se rajoute. Pardon, Si je je repars me- sur le Non, Sur non, mais les- pas de soucis. Vas-y. sur les films, voilà les trucs. Après, j'apporte juste un petit détail. C'est les films aussi où je les avais déjà aimés de départ, mais des fois avec le temps, j'ai fini par les aimer à fond. Vraiment à me rendre compte à quel point c'est des chefs-d'œuvre. Genre ça m'a fait ça avec le Bossu Notre-Dame. En le revoyant Ah, bien ouais. plus tard, j'étais en mode, je l'avais juste aimé quand j'étais gosse. Mais en le revoyant adulte, je me suis dit mais ce film il est merveilleux.
Et des fois, ça fait ça aussi. C'est-à-dire que ça part pas du négatif au positif, mais d'un positif moyen, appréciable, à je surkiffe tout à coup. Et ça, il y a pas mal d'exemples aussi. Ça m'a plus fait ça, en fait, au final, que des films que j'ai pas aimés, parce que je pense que je les ai tellement farmés, en fait, mes films préférés, que du coup, pour la plupart, il n'y a pas eu de temps de pause. Donc même s'ils sont kitsch, l'expérience est restée un peu inchangée grâce à ça. Des fois, en fait, quand tu les as pas revus pendant longtemps, il y a cet écart-là où tu te dis, je les rejuge avec un autre regard. Mais en fait, si tu as continué à les mater pendant 15 ans, ben en fait, l'expérience, elle change pas tant que ça. Tu arrives vraiment à rekiffer comme à ta première expérience, même si tu peux reconnaître intellectuellement que c'est un peu plus moisi, un peu plus kitsch ou ça, tu le vis pas comme tel, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. Est-ce que vous avez déjà changé d'avis sur un film par rapport à la version... Genre si vous avez vu la VF, vous avez trouvé ça bof, et quand vous avez vu la VO, vous avez fait putain, c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Ou le contraire, hein? Moi non, parce que de base, là, ça fait quand même pas mal d'années que je mate les films en VO, mais je suis vraiment pas un défenseur de la VO. Je regarde en VO parce que j'ai juste le principe de me dire que c'est la voix des vrais acteurs qui jouent, quoi. Mais voilà, je sais qu'on a des très bons doubleurs, donc je suis pas des défenseurs ou les mecs très arrêtés qui font que de la VO, quoi. Enfin, je peux comprendre, hein, mais c'est vrai que j'en fais pas partie. Donc j'ai en général des bons souvenirs de la VF. Donc non, d'époque, je suis d'accord. Après ça peut être encore un autre sujet des ciné-sphères, mais ouais. c'est vrai que je trouve que la VF de l'époque était bien. Je trouve qu'aujourd'hui, la VF d'aujourd'hui, c'est usinier, et je trouve que plus personne sait jouer. Donc, je suis assez team VF, mais c'est vrai que des fois, il y a des films où en fait c'est tellement mal doublé que des fois ça peut te gâcher un petit peu l'expérience. Et souvent, c'est des films que je vais me dire, bon, moi, je vais le chercher en VO. Ça peut arriver. Souvent, cinéma asiatique, je trouve que c'est mal doublé. C'est pour ça que je regarde beaucoup de cinéma asiatique en VO. C'est peut-être mal joué aussi de base. Ouais, mais en fait, c'est juste qu'on a un jeu différent. Et du coup, je trouve que les voix françaises, les voix françaises ne vont pas. Et alors, le pire que j'ai vu, on parlait de Michel Gondry tout à l'heure, j'ai acheté en DVD The We and the Eye, que j'avais toujours vu en VO, donc en anglais, parce qu'il l'a tourné aux États-Unis. Et il a la pire Les gosses VF. dans le bus, là, c'est ça? Ouais, il a la pire VF que j'ai jamais entendue de ma vie. Et je me demande s'il a pas saboté exprès la VF juste pour que les gens la regardent en VO. Parce que c'est tellement horrible, il n'y a rien qui va. Les dialogues, ils changent. Des fois, le son ne va pas, des fois, il n'y a pas les dialogues. Des fois, c'est très mal joué. On dirait que on a pris des gens au hasard dans la rue en disant hey, tu veux doubler dans un film? C'est incroyablement mauvais. Donc ça, c'est impossible de le voir en VF, par exemple. En tout cas, je vous conseille l'incroyable voyage avec en VO Reno et Clévier et de Mercier. Incroyable. Je verrai ça. Ah non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des doubleurs VF, parce que VO, je connais moins, mais VF, où c'est un peu un régal. Hein, des fois, de les entendre, t'es content juste parce que c'est leur voix. À l'époque, il y avait tellement de bons doubleurs qu'il y avait vraiment il y avait des espèces de têtes d'affiche de doubleurs VF, quoi. Et je me dis, maintenant, enfin, ça me fait bizarre parce que maintenant, bah, du coup, il y en a plus. Du coup, il y a moins ce côté, tu reconnais le doubleur, quoi, maintenant. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, quand j'entends un gars doublé par Richard Darbois, bah, j'ai vraiment ce truc maintenant de me dire, bah, c'est Richard Darbois qui parle. C'est pas le personnage, c'est pas l'acteur, c'est Richard Darbois. Et du coup, il y a vraiment ce côté, t'avais l'impression qu'à une époque, ils étaient 5, quoi, en VF française. C'était les grands. J'exagère, évidemment. Hein. Mais il y en avait que tu reconnaissais dès qu'ils disaient bonjour, quoi. Et du coup, j'ai ce truc de. Ouais, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais c'était des très bons comédiens et tout, hein, c'est pas le souci. Mais le côté reconnaissable et le fait qu'il y en ait peu. Ouais, c'est ça, il revenait beaucoup. C'est un truc qu'on a perdu l'habitude maintenant, quoi. C'est vrai que moi, Jim Carrey, par exemple, c'est Emmanuel Curtil, quoi. En fait, j'ai regardé. Autant il y a des acteurs comme Johnny Depp, j'ai regardé beaucoup de films en VO, donc maintenant, je connais bien la voix de Johnny Depp et il n'y a pas de souci. Mais je crois que même Jim Carrey en VO, en fait, je suis tellement habitué à sa VF que si je regarde un film avec lui, je vais vouloir le voir en VF, tu vois. Moi, je sais que dans Mafia Blues, justement, enfin, il y a un personnage à un moment qui apparaît, c'est un mafieux italien, et sauf que je l'ai vu en VF le film,
Et c'est la VF d'Arnold Schwarzenegger. Et du coup, je l'ai reconnu direct. Et du coup, je me disais, c'est Schwarzenegger, c'est pas un mafieux italien. Alors, on le fait 7 mois. Quoi. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le sujet du ciné-sphère? Moi, j'ai une autre façon de redécouvrir les films aussi, enfin une autre raison de les découvrir qui me tourne dans la tête depuis tout à l'heure. C'est les films que tu veux aimer et que tu regardes plusieurs fois en te disant non mais si, mais celui-là, cette fois je le regarde et celui-là, c'est bon. C'est de quel tu parles du coup. Voilà, par exemple, Halloween parce que c'est Carpenter et que j'aime Carpenter et que j'aimerais aimer Halloween, mais voilà, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je laisse quelques années, puis je me dis, bon, allez, après, je reviendrai, peut-être qu'à 40 ans, je le reverrai, je me dirai, allez, c'est bon, maintenant je suis un homme mature, et je vais pouvoir l'aimer, et peut-être que je l'aimerai pas du tout, parce que ce sera pareil. Mais ouais, il y a ce truc-là aussi de chef-d'œuvre un peu, où t'as cette impression que t'es passé à côté. Et des fois, ça marche, hein, comme tout à l'heure, je parlais du Parrain, par exemple, mais des fois, ça marche pas, et c'est juste que t'aimes pas le film, en fait, et que... Ouais, voilà. Là, nous tout à l'heure avec Cassandre, avant que vous arriviez, on discutait de The Substance qu'elle venait de voir, et je lui avais dit que je l'avais pas aimé, et je remarquais que je manquais un peu d'arguments de pourquoi j'ai pas aimé le film, et je remarque que je retiens surtout ce que j'ai aimé du film et pas ce que j'ai pas aimé. Du coup, j'ai presque envie de le revoir pour voir si finalement c'est peut-être parce que je m'attendais à quelque chose et que j'ai été déçu. Mais maintenant que je sais à quoi m'attendre, peut-être que je vais en préférer l'expérience. Parce que je me souviens beaucoup plus de ce que j'ai aimé que le contraire. À la différence de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais là, ça rejoint un autre problème aussi quand tu découvres ou redécouvres des films. Mais c'est que, plus quand tu les découvres, du coup, c'est l'attente que tu as derrière, quoi. Parce que là, je sais ton amour pour le. Oui, mais il y a Pascal, elle a depuis tout à l'heure. Je sais pas. Je sais pas où je vais avec cette blague, pardon. Parce qu'on a une tante qui s'appelle Pascal. Du coup, il y a que moi qui la comprends. C'est le private joke que personne peut comprendre la blague. Je me suis dit, mais c'est de l'absurde, c'est un jeu de mots que j'ai pas compris. Non, mais il y a ma tante derrière, voilà. Et ça... Wow, allez. Je sais même plus ce que je disais, tellement tu m'as perdu. Je suis désolé. On parlait de l'attente d'un film. Oui, voilà. Je disais que. Je connais ton amour pour le Woody Horror. Et là, c'est vrai que moi, j'ai vu The Substance en me disant j'espère que ça va être bien, mais j'avais pas non plus. Je me disais pas c'est sûr, je vais aimer. C'est vrai que c'est ce que tu m'as dit quand tu as parlé du film, où tu as vraiment de grosses attentes en te disant c'est pratiquement tout ce qui peut me faire aimer un film qui est dans ce film. Et au final, tu l'as pas eu. Et c'est ça, je suis d'accord, moi aussi, j'ai pas trop aimé quand je suis sorti du cinéma. Et en fait, je crois que j'avais trop d'attentes aussi, parce que tout le monde disait c'est génial. Vu le style du film, même moi j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ça va être trop bien. Et au final, c'est pareil, je pense que je le reverrai un de ces jours pour me refaire un avis maintenant que je l'ai vu. Mais sur le coup, j'ai fait putain, il y a quand même pas mal de trucs que j'ai pas aimé, quoi. Même si je l'ai pas trouvé nul en soi, hein, mais il y a quand même des trucs que je suis pas sûr qu'il fait, quoi. Paradoxalement, je dirais pas que c'est un film que j'ai vraiment adoré ou qui m'a profondément touché, comme par exemple Grave. Grave de Julia Ducournau, pour rester un petit peu dans un style similaire. Enfin, oui et non, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, Grave, c'est un film qui m'a profondément touché. Vraiment, c'est personnel, j'adore ce film. Je l'ai vu 2 fois et la deuxième fois, je crois que je l'ai encore plus adoré que la première. Et alors que, en fait, The Substance, c'est un film où je sais même pas si je le reverrai un jour. Je pense qu'une fois, ça suffit parfaitement. Et je crois que j'ai plus adoré son propos et le fait qu'il ait, pour moi, choisi une très bonne façon de tenir ce propos-là, que vraiment un attachement comme j'en ai un pour Grave. Et Grave, mais par contre... non, t'avais pas fini juste pour faire la différence entre, en fait, intellectuellement, aimer un film seulement intellectuellement, et aimer un film intellectuellement et émotionnellement. Et je dirais que Grave, je l'ai aimé de les deux façons, alors que The Substance, je crois que je l'ai surtout adoré intellectuellement. Okay. C'est bon. Grave, j'ai eu un rapport particulier parce que je suis sorti du cinéma, je savais pas si je l'avais aimé ou pas. En fait, je suis sorti, j'étais complètement confus dans mon avis de ce film. J'arrive pas à savoir si j'ai aimé ou pas. Et en fait, j'y ai pensé toute la semaine et j'ai eu juste envie de le revoir. Et dès que j'ai pu, je l'ai revu et je l'ai adoré. Et maintenant, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois, j'adore ce film. Mais c'est vrai que sur le coup, il m'a laissé assez circonspect, ce film. Et voilà.
Donc du coup, des fois, c'est bien de revoir aussi. Mais il y a ce truc aussi de voir un film, et là je pense notamment au concept de notre podcast 3 films, animé par Michael, Guillaume et moi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté revoir un film pour en parler, plus que de juste voir un film pour voir si t'aimes le film ou pas. Et c'est vrai que bon, dans les 3 films, j'essaye aussi de proposer des nouveautés quand on choisit un thème ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où j'aime choisir un film que je sais en général que j'ai aimé. Mais voilà, il y a toujours ce truc, on en revient à le faire découvrir à d'autres. Et après, ouais, en parler tout simplement, de dire, de l'avoir vu assez récemment pour dire, oui, j'aime ce film pour ces raisons, je l'aime pas pour ces raisons et tout. Voilà, toujours cette envie de partage, quoi. C'est vrai que c'est un bon truc, ça. Comme je dis, le fait de revoir un film pour en parler dans notre situation. Alors, c'est pas la situation des auditeurs lambda, on va dire, qui regardent des films juste pour le plaisir et qui ne sont pas là pour parler de films ou quoi que ce soit. Nous, là, c'est vraiment notre passion. Je vais pas dire notre métier, malheureusement. Mais le truc, c'est que c'est un bon argument, je trouve. C'est vrai que de revoir des films juste pour en parler, c'est vraiment tout un autre travail que tu fais sur le film. Justement, le dernier Cinésphère que nous avons fait, c'était sur est-ce qu'un film... des films qui auraient pu être mieux. Et c'est tout un travail de réflexion en fait. Tu sais que tu vas devoir regarder le film en réfléchissant à ce que tu regardes. Tu le regardes pas juste pour te dire je l'ai aimé ou pas. Tu dois essayer de comprendre pourquoi l'autre personne, quand il a regardé le film, il pense qu'il aurait pu être mieux. Qu'est-ce que c'est qui fait que c'est un bon film, mais tu vois. Et c'est vrai que c'était un sujet cool. Moi, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai proposé, parce que je suis intelligent et que je suis brillant, mais T'es modeste avec ça. Moi, c'est vrai que c'était 10 Cloverfield Lane où pour le coup j'avais aimé le film et c'est la fin qui m'avait tu m'étonnes, où j'avais pas aimé, quoi. Et je me suis dit c'est pourquoi con parce ils ont que fait ça je me suis dit c'est con parce que j'ai aimé tout le film et pas les 10 dernières minutes, mais quoi. oui, c'est ce qu'on avait dit dans le podcast, hein. On est, à part Guillaume, on était tous d'accord avec ça, avec le fait que le film est bien, sauf la fin en fait. Mais la fin aurait pu être bien, mais sans ce qui s'est passé avant du coup. Mais sans le fait que ce soit rattaché à la. C'est ça. C'est vraiment, c'était juste pour le rattacher, quoi. C'est ça. Et ça, je trouve que des fois, j'essaie de me dire, il faut arriver à se détacher pour apprécier un film de la fin, parce que des fois, t'as aimé un film tout le long et sauf la fin, et tu te dis ouais, mais ça peut pas quand même remettre en question tout le film. C'est ce qu'a dit Cassandre tout à l'heure. Oui, voilà, justement, c'est pour ça que j'y ai pensé tout à l'heure quand elle l'a dit, parce que c'est vrai que et en fait, comme souvent tu gardes la dernière image que tu as du film, alors des fois ça peut être le contraire, des fois tu t'es fait chier pendant 1h30 et les 5 dernières minutes sont incroyables et au final tu fais il était bien quand même. Et donc il faut quand même arriver à prendre du recul sur le film en lui-même et pas que la fin, tu vois. Cassandre, tu m'avais dit qu'il y avait encore 2-3 trucs que tu aurais peut-être voulu dire. Oui. En fait, je vais rebondir un peu, mais je vais essayer de faire en vitesse rapide sur plusieurs points précédents. Alors, premier point, le truc du doublage. Moi, il y a The Dark Knight Rises, par exemple. Je l'avais découvert de base accidentellement en québécois. Tu peux le redire, s'il te plaît, le titre? Oh non, je le prononce mal. J'ai préféré ne pas souligner. Je suis un enculé. Désolé. Non, vas-y. Parle-nous de The Dark Knight Rises, s'il te plaît. Je le dirai plus, hein. Ça sortira plus de le frère de Malcolm. J'ai l'impression que c'est Pardon. C'est un crossover entre Malcolm et mais non, ce qui est bien, c'est que Dark Knight, c'est bien prononcé quand même. Elle aurait pu dire The Dark Knight, tu vois, The Dark Knight Rises. Non, mais je me moque pas parce qu'il y a des professionnels que dans l'écran large, mon préféré, là, qui charcutent tous les noms qui sont pas français, en fait. C'est un truc de fou. Ouais, donc je le comprends. Ce film, voilà, je l'ai vu en québécois d'origine, et en fait la voix de Bane, elle est incroyable en québécois. Mais vraiment, ça change tout le personnage, et comme ça change tout c'est quand même Bane, c'est quand même un personnage central dans le film, donc du coup ça change toute l'expérience. Quand je l'ai découvert en VF, j'étais tellement déçue. C'est vraiment, là pour le coup, c'est un des doublages où je trouve que le doublage en québécois de Bane change tout le film. Et du coup c'est rageant parce que je voudrais tous les autres personnages en VF et lui en québécois. Et c'est pas encore possible de faire ça. Mais donc voilà, tu voulais tâter de ton logiciel de montage, tu sais, t'as plus que ça à faire. Ouais, j'avoue. Pas faux. Je vais galérer. Mais ça serait marrant.
Donc, je suis curieux du coup de voir. Je pense que je regarderai juste des extraits. Je vais pas me retaper le film, mais des extraits de Bale en voix québécoise. Ouais, je trouve que ça à découvrir, hein, vraiment, parce que là, c'est un des écarts les plus flagrants. Alors que des films que j'ai découverts en québécois accidentellement, ça m'est arrivé moult fois. Mais la plupart des fois, en fait, j'aime beaucoup la VF aussi. Donc je finis par aimer les deux versions quand je l'ai découvert en québécois. Là, c'est la première fois où, même en ayant découvert la VF, je la trouve fade en comparaison, à cause de ce personnage. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que moi, il y a un film comme ça que j'ai préféré en version québécoise et qu'en version française, et il y a une très bonne raison pour ça. C'était comment il s'appelle, Scott Pilgrim versus The World. Et la raison, c'est que le créateur est québécois. Donc du coup, toutes les phrases qui sont dites en québécois sont les phrases du bouquin. Et c'est dit avec le rythme et avec le style qu'il y a déjà dans le comics. Alors qu'en VF, il y a une saveur en moins, il y a un rythme en moins, il y a une sonorité en moins, et tu sais pas comment ça se fait. Et je pense que c'est tout simplement dû à ça, en fait, à l'origine de... Ah bah, moi aussi, je suis intriguée, du coup, ça me donne envie de le tester. Sans vouloir m'étaler sur le sujet, mais j'ai un film justement qui est un bon exemple de ce que vous dites. C'est Projet X, parce que Projet X, à l'époque, c'était le début du Star Talent. Norman. Et en VF, on a dit on va mettre Norman parce qu'il est cool, Norman, et les jeunes, ils aiment Norman. Mais Norman fait des vidéos, c'est un youtubeur, c'est pas un acteur, et c'est pas un comédien de doublage. Du coup, moi, je suis tombé sur la version québécoise. Et c'était un vrai doubleur qui doublait le perso principal. Et c'est vrai que je me suis dit, mais j'aimerais bien quand même voir ce que ça donne, Norman. Et j'ai vu juste des extraits en zappant. Et ça m'a suffi de voir des extraits en zappant. Parce que le film entier avec Norman. Moi j'ai du mal avec les versions québécoises. Et c'est pas tellement pour les doubleurs en eux-mêmes. Parce que des fois, au niveau des voix, je trouve qu'ils sont même meilleurs que nous. Des fois, au niveau de la sélection des voix. Mais par contre, moi, et je trouve qu'ils ont un jeu. Ils ont une sonorité différente qui fait presque téléfilm, tu vois. Un truc un peu qui parle comme ça. Et je l'entends trop, en fait. Et maintenant, quand j'entends une version québécoise, au-delà des prénoms qu'ils prononcent à l'anglaise, genre les Brian et les... J'étais à New York. Voilà. Mais t'as aussi une sonorité qui fait que ça me gêne. Et je trouve que les Français sont plus naturels dans leur façon de parler. Mais voilà, c'est pas une question de voix tellement, c'est plus une question d'habitude, de musicalité de la voix, je crois. Du coup, après, je voulais rebondir aussi sur l'intérêt qu'on pouvait avoir sur un deuxième visionnage. Et moi, j'adore aussi revoir des films ultra cryptiques et des films ultra drôles. Déjà parce que les films ultra drôles, quand tu les revois, je comprends des nouvelles vannes. Genre par exemple, vraiment, Astérix Mission Cléopâtre, je crois que même au 10e visionnage, j'ai découvert des blagues que j'avais pas captées les fois précédentes. À chaque fois, je découvre des nouvelles vannes. Celui-là, voilà, ils les enchaînent tellement que du coup, des fois, t'es en mode oh putain, celle-là, de tous mes visionnages précédents, j'avais jamais capté celle-là. Donc voilà, l'humour, et quand c'est vraiment, ça s'enchaîne comme ça, de façon épileptique. Puis même en vieillissant. En vieillissant, c'est ce genre de vanne aussi que tu pouvais pas comprendre quand tu étais jeune, des fois, parce que t'avais pas la culture nécessaire. Et du coup, là, quand t'as la référence et la culture, tu fais ah ouais, d'accord. C'est ça. Et après, les films ultra cryptiques, parce que des fois, il y en a certains, c'est tellement une expérience contemplative en premier lieu, une expérience que tu ressens, que du coup, j'adore des fois regarder un film et arriver à me poser aucune question parce que je suis prise dans l'ambiance, dans l'atmosphère du film. Et en fait, le deuxième visionnage, c'est celui où je pose toutes mes théories, où je suis en mode, ok, c'est quoi ton sujet en fait, en vrai, parce que j'ai adoré ma première expérience, mais j'ai rien compris. Et du coup, il y a des films où c'est un régal aussi, parce que les deux expériences se complètent. Ça m'a fait ça, par exemple, avec Silver Lake, il me semble. Ah oui. Et où vraiment les deux expériences ont été très agréables, celle où j'ai rien compris et celle où j'ai compris. Et après, L'œuf de l'ange aussi, c'est un vieux film d'animation japonais. C'est pas et premier visionnage. Si, c'est ça, je me disais bien que j'oubliais un truc. C'est ça, c'est Under the Silver Lake. Et du coup, et après, il y a L'œuf de l'ange, où je me suis régalée. Et vraiment, c'était les deux fois, alors que la première fois, j'ai rien pigé au film. Je savais pas du tout où il allait. Mais il est très fort dans ses images, en fait. Il a une imagerie extrêmement forte. Et du coup, ça fait que t'es pris dedans, même si tu comprends pas toutes les symboliques. Et d'ailleurs, la première fois, j'ai même pas voulu les comprendre, en fait. J'étais vraiment pris dans le truc, et la deuxième fois, j'ai commencé à me questionner sur toutes ces symboliques et à trouver un message de fond cohérent. Et les deux exercices, c'est trop bien. Mais des fois, tu peux... En fait, c'est pas des fois, tu peux pas vivre les deux en même temps.
Il y a des films qui méritent d'être revus parce qu'on ne fera pas la même expérience en fait dans les deux visionnages. Les deux sont pas compatibles. On peut pas être à fond dans l'immersion et dans le ressenti avec un film et en même temps l'intellectualiser puissance 1000 en se questionnant sur chacun de ses symboles, chacune de ses références. Voilà, ça marche pas. Il y a aussi des films qui sont nécessaires de revoir, quoi, les films à twist. Souvent, la première chose que j'ai envie de faire en les finissant, c'est de les revoir parce que j'ai envie de revoir. On en avait parlé déjà, je crois, de ça, mais tu vois, j'avais parlé du film par exemple Les Autres, où quand je l'ai fini, je voulais le revoir parce que tu vois, j'ai envie de revoir le film en me disant je sais la fin et j'ai envie de Maintenant, j'ai envie de voir tous les petits détails qui fait que ça correspond en fait. C'est à cette nouvelle règle. C'est vrai que c'est aussi tout un truc qui va très bien avec ça. C'est un facteur de redécouverte d'un film, les films à twist. Bah, des fois, il y a même le contraire pour les films à twist. Tout à l'heure, tu parlais des films qu'on a peur de redécouvrir. Et alors, c'est pas forcément que j'ai pas envie de les redécouvrir, mais il y a des trucs où le twist de la première fois, t'as tellement retourné le cerveau et t'as cette sensation-là que tu sais que tu ne retrouveras jamais parce que c'est la découverte qui crée ça et la surprise. Et j'ai Shutter Island notamment en tête quand je pense à ce phénomène-là. Mais voilà, que j'ai revu il y a quelques mois avec quelqu'un justement pour qu'elle le redécouvre. Mais voilà, j'ai passé tout le film à me dire putain, mais j'aimerais être dans sa tête et dans ses yeux pour redécouvrir le twist de fin. Et là, ce film est génial, hein, évidemment. Mais voilà, il y a ce truc de... Là, j'ai presque... je suis moins chaud pour le revoir parce qu'il est bien, mais je veux le flash de Men in Black pour oublier ce film et pour le redécouvrir. Non, justement, moi j'aime revoir justement un film avec la lecture de je sais la fin, tu vois. Justement, comme on disait, pour voir des détails. Il y a les deux, ouais. Enfin, ça... Même si t'es pas aussi subjugué sur le final, je trouve que t'as quand même une nouvelle lecture du film global. À la limite, je reviendrai juste aussi sur les films qu'on a envie d'aimer. Il y a quelques films comme ça qui pourraient correspondre pour moi. Déjà, Blade Runner. Je sais pas pourquoi j'aime pas ce film, il a tout pour me plaire. Et, le premier ou 2049 ? Le premier. J'adore 2049. Donc voilà, c'est t'es dans la team Benjamin là. Carrément. Mais c'est vrai que c'est un bon exemple, Blade Runner, parce qu'il est tellement ultra culte et il a tellement des ingrédients qui... Enfin, je te rejoins totalement, parce que moi c'est pareil, je l'ai vu 2 fois ce film. Et pareil, je sais que la première fois je me suis ennuyé, je l'ai revu là il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, non mais là c'est bon, là j'ai assez de recul, je vais le kiffer. Et non, je me suis ennuyé quand même, du coup je me suis ennuyé aussi. Et même 2040... Il faudrait que je le revoie, mais moi je l'ai adoré. 2049, j'ai regardé les 30 ou 40 premières minutes sur Netflix et je ne l'ai pas continué depuis plusieurs mois. Donc il faut vraiment que... Je crois que je vais le reprendre du début. Et, mais j'ai du mal à rentrer dans cet univers. Oui, j'ai du mal à rentrer dans cet univers. Ce n'est pas une série, Jérémy. Ouais. Après, Blade Runner, le premier, j'avoue que j'ai quand même surkiffé le monologue du méchant à la fin. Mais en vrai, évidemment. Voilà, mais c'est le seul passage en fait qui a ravivé mon intérêt dans le film. C'est vraiment le moment où j'étais à fond dedans. Je crois que c'est l'unique moment du film où ça m'a fait ça. Et c'est vrai que j'ai pas encore testé le deuxième visionnage, contrairement à Benjamin, mais j'ai un peu peur que ça me fasse pareil. Que je sois en mode putain, mais pourquoi j'arrive pas à accrocher ? Pourtant là, je l'ai fait 2 fois. Donc, j'essaye. Moi, c'est vrai que c'était la période où je découvrais juste Ridley Scott. J'avais regardé pas longtemps en suivant le premier Alien et Blade Runner. Et j'avais adoré le premier Alien et j'ai adoré Blade Runner, quoi. Et même le premier Alien, hein, il a cette ambiance très posée, surtout au début, avant qu'il y ait toute la scène de vraiment de se demander s'il y en a un qui est infecté, machin et tout. Tout le début est très posé, quoi. Faut tenir la première demi-heure de Alien. Hein. Et j'avais bien kiffé ça. Après, Alien, je suis pas forcément fan non plus parce que et c'est encore un exemple de film que j'ai vu dans mes débuts de cinéphile en me disant allez, Alien c'est un culte, je le regarde et bon, je m'étais un peu ennuyé aussi devant. Et là je l'ai revu justement parce que j'ai chopé le coche de le voir au cinéma parce qu'il était repassé il y a quelques années. Mais je l'ai un peu plus aimé, mais ça reste pas un film pour moi qui est... Je me dis qu'il va falloir que je leur redonne une chance aux Aliens parce que je les ai jamais aimés. Et je me dis qu'il faut... En fait, il y a un peu ce truc de quand tout le monde est unanime sur un film, tu sais, même si des fois il y a des films que j'ai pas aimés, mais tout le monde te dit tellement c'est génial, c'est un chef-d'œuvre à côté. Je dis putain, peut-être c'est moi qui ai pas compris, c'est moi qui suis con. Donc ouais. Comme Benjamin avec Halloween. Ouais, quoi. Je me dis attends, j'ai dû rater un truc, je vais le revoir.
Alors des fois, tu te dis ouais, c'est vrai, ils avaient raison, mais des fois, la plupart du temps, tu te dis bah non, c'est nul quoi. Et ça, moi, ça me touche pas. C'est pour ça que Michael va revoir 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour Ah mais franchement, un c'est vrai prévu. cinéphile qui. C'est prévu que je qui le vois aime les déjà une films première fois. bien, quoi. C'est prévu que je le revoie un jour, mais au cinéma, parce que déjà que je l'ai pas aimé au cinéma, si je le revois chez moi, je vais être sur mon parce que tu téléphone l'avais- ouais, très vite. Tu l'avais découvert au cinéma, ça. Et oui, en plus. Et c'est vrai que si t'es sur ton téléphone, ça sert à rien. C'est absolument pas un film qui s'y Ouais. prête. Moi, je l'ai sur ça. mon PC, mais j'attends. C'est comme le bon moment. dessiné, quoi. Voilà. J'attends le bon moment pour être prêt là. Ouais, après, enfin, nouvelle déviation après, mais c'est la dernière. C'est sur Dune. Ça, c'est dans les exemples de films qu'on veut à tout prix aimer. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a comment dire, il y a le double usage en fait avec Dune. C'est-à-dire qu'à la fois, depuis que j'ai lu les bouquins, alors que ça doit faire, je sais pas, au moins 6-7 ans que je me suis lu les bouquins. Et du coup, je n'arrive pas à voir le vieux film. En plus, maintenant, il y a eu ceux de Villeneuve depuis, tout ça. J'arrive pas à revoir celui de Lynch, alors que j'ai dû le voir une vingtaine de fois avant de lire les bouquins. Et vraiment, ça fait partie des films que j'ai revus très ponctuellement, tellement je m'éclatais à chaque fois. Et depuis que j'ai lu les bouquins et qu'en plus après il y a eu les films de Villeneuve, je suis terrifiée de le revoir et de me dire que peut-être qu'un des films qui a été vraiment une pierre angulaire de ma cinéphilie et de mon enfance, même peut-être de ma construction en tant qu'individu, est peut-être un film que j'apprécierais plus de la même façon aujourd'hui. J'en ai vraiment peur. Et paradoxalement, je me demande parfois si les films de Villeneuve, ils avaient pas tellement tout pour me plaire sur le papier, que quelque part, je me suis pas un peu forcée à les aimer. Parce que c'est l'inverse. Je les ai découverts après avoir lu les bouquins. Et il y a des choses des bouquins qui sont pas retranscribles, en fait, que je vais pas développer ici, parce que, bon, c'est ce qui nous attend. Et c'est-à-dire le traiter en vidéo, prochainement. Mais, pas en vidéo, en audio. Bref. Et du coup, ceux de Villeneuve, j'ai un peu cet effet-là. J'ai l'impression que tout était tellement aligné pour que j'aime ces films, que quelque part, quand je les ai vus, y a peut-être une part de moi qui voulait tellement les aimer que je sais pas vraiment si je les aime autant que je le voudrais. Oui, je vois. Ça me faisait pareil à l'époque avec les films de Tim Burton, donc je comprends. Ouais. J'ai eu ce truc où j'avais l'impression de me forcer à aimer certains films et après je me disais, Michael, arrête de te voiler la face, c'est pas parce que t'aimes le réalisateur que le film est bien. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il a pas fait que des chefs-d'œuvre non plus. Quoi. Oui, mais bon, ça c'est des trucs, c'est le temps qui te le dira. Ouais. Et c'est vrai qu'au après, début, moi- t'assumes pas trop. Tu sais, quand t'es fan d'un truc et qu'il fait un truc que t'aimes pas trop, tu fais non, mais c'était bien quand même. Et puis, ça m'était arrivé récemment avec le dernier film des frères Boukerma où voilà, je suis sorti du cinéma, je me Oui, suis dit c'est vrai, non, je m'en c'était pas souviens. si mal. Et après, je me suis énervé toute la soirée en me disant mais ça c'était nul. Et au final, je me dis non, c'était. Je crois que j'ai pas aimé. Et tu vois, j'ai essayé de trouver des arguments positifs et j'étais mais non, il y en a pas quoi. Des fois, ça fait chier ce constat. Hein. Ouais, j'étais Moi, là. il me tarde, alors je vais digresser aussi, mais il me tarde pour Dune de voir la vidéo de Marty qui nous tease depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi qu'il a pas sorti de Putain, vidéo ça, sur elle est pas YouTube encore parce sortie, qu'il cette il vidéo. travaille sur Dune. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la séance de Marty, meilleur youtubeur cinéma du monde, et c'est esthétiquement, que ce soit au niveau du son et de l'image, ça pète la classe. Et il est en train de travailler sur Dune, mais là, voilà, je crois qu'il est avec un partenariat avec le CNC, enfin, je crois, je suis même pas sûr. Mais vraiment, le truc, c'est que le gars, il bosse comme un malade depuis 1 an et demi sur son truc, ça risque d'être son chef-d'œuvre en vidéo. Et il me tarde de voir ça, de voir ça parce que le film, moi, je trouvais ça juste sympatoche, donc il me tarde Ah de si, voir pourquoi c'est censé être un chef-d'œuvre. j'ai un autre exemple, Kaamelott le film, que je l'ai attendu tellement Aïe, aïe, d'années, je l'ai tellement voulu, et je suis sorti du cinéma, j'étais là, ah c'était trop bien et tout, et plus j'ai pris du recul, et plus je me suis Ah, lui, dit, faut- est-ce que c'était si bien que Je ça suis totalement d'accord avec toi. J'ai pensé la même chose. je suis suis sorti du est-ce film en que disant, c'est c'est si bien cool. Je crois que c'était bien. Et après je l'ai revu. Je crois. Il y a 2-3 moments où j'ai rigolé quand même, c'est sûr. Si, à un moment là. Pourtant, j'étais là pour vous dire que c'était pas si ouf, hein, mais vous m'avez pas écouté. Oui, mais je nous on crois. était aveuglés par notre fanatisme de la série. Oui, bah, j'ai- Et, on je l'a l'ai- vu 40 Après, fois. je l'ai revu une deuxième fois. Et c'est vrai que la deuxième fois, j'ai vu tous les défauts, mais j'ai quand même de l'affection. Voilà. C'est pas un film que je déteste. Mais c'est ça, je l'ai pas détesté non plus, mais je l'ai pas. En fait, je l'ai pas trouvé aussi bon que ce que je voulais.
C'est ça, on dirait vraiment un film fait par un youtubeur, clairement. Je trouve qu'il a pas eu du tout les couilles de faire un bon film avec ce film-là, alors qu'il avait déjà essayé de faire un film avant, et qui était bien. Donc je comprends pas qu'il ait pas réussi à faire un film aussi bien avec Kaamelott que ce qu'il a pu faire avant avec David et Madame Hansen, quoi. Je trouve ça, c'est triste, D'un en fait. côté, je me dis, j'ai moins d'attentes sur le deuxième, donc peut-être que Ouais, ça fera l'effet c'est ça. inverse. Je sais Ouais, pas. mais le deuxième, tu vois, déjà rien que le fait de savoir que le deuxième, il sera en 2 parties, c'est parce que pour moi, le plus gros défaut du premier film, au-delà de son humour et tout, parce qu'il m'a toujours quand même, il me fait marrer quand même, le premier film, c'est le fait qu'il va à 1000 à l'heure, alors qu'il dure que 2 heures, quoi. Et t'as envie de dire, mais tu as fait tout ce qu'il y avait dans une série qui s'étire sur 6 saisons, mais en un film. Évidemment qu'on comprend rien. À chaque fois qu'il y a un personnage, au bout de 2 minutes, il est plus là, le personnage. Tu as tellement voulu en mettre, tu as voulu mettre tout le monde. En plus, tu as rajouté tous tes enfants. Au bout d'un moment, on est complètement paumé. On s'attache à personne, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de personnages. Alors qu'il avait le temps de Et- développer, quoi, parce qu'il faut faire Mais plusieurs c'est ça, films. et là, justement, je me dis, le deuxième film est en 2 parties, peut-être que c'est pour développer un peu plus les personnages, et j'espère. J'espère que ça va être juste un truc. Mais quand on voit la Dame du Lac, c'est pas pour la voir 2 minutes à côté de l'épée et au robot brawl, là, et après D'ailleurs, on la zappe, quoi. scène C'est beaucoup trop ridicule. longue. c'est- Le robot brawl, c'est vraiment une scène, je la trouve inutile et voilà. Complètement Le sport, d'accord. là. Ça m'a pas fait rire, ça C'est le m'a match, pas fait. c'est ça Ouais. Mais oui. J'ai pas trouvé ça drôle. En fait, Mais ce qui est marrant c'est ça le problème en fait, c'est que ce qui est marrant, je crois qu'on n'a jamais autant digressé dans ce podcast. Oui, Ce c'est- qui est marrant, ce qui est marrant avec les jeux de Perceval, c'est le fait que justement il explique quelque chose à des gens qui comprennent rien. c'est exactement ce que j'allais dire. Et dès que tu le fais C'est ça. en live, en fait, tu ça sais- enlève toute la magie et tout le côté drôle. Tu sais même pas vraiment si Bah, c'est on- lui qui l'a inventé ou si c'est après. Si après t'as la confirmation d'Arthur qui allume et qui dit ouais c'est vrai, vous avez raison, et c'est logique. C'est quoi le jeu du pélican? Mais tu vois, mais c'est marrant dans le gag, mais de le voir en vrai, un match entier ou même une partie entière du jeu auquel il joue, si tout le monde sait jouer, c'est pas intéressant, tu vois. Bah, c'est clairement là, on est dans le bon usage du hors-champ, c'est-à-dire que c'est bien de faire un truc, de pas le montrer, et des fois tu montres ce que t'as, enfin tu montres ce dont tu parles, et c'est pas bien, quoi. Puis en plus, même si on prend la globalité du film, un des problèmes pour moi aussi un peu majeur du premier film, c'est que le personnage d'Arthur n'évolue absolument pas. Il n'a aucune évolution pour moi en fait dans le premier film. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait c'est un peu ce qu'on suit, quoi. C'est quand même le sujet principal de voir Arthur évoluer. Et il est dépressif, il a envie de mourir et il a renoncé à tout au début. Mais ça Et fait- il est ça- dépressif et il a envie de mourir et il a renoncé à tout à la fin. Ça, aussi. ça faisait déjà, enfin c'était déjà la saison 5, ça. Arthur est dépressif, il veut plus être roi, il veut plus. Voilà. C'est ça, du coup ça Le fait film, encore ça plus devait, redondant voilà. avec les dernières saisons. Le film, ça devait être Et, justement la renaissance d'Arthur. Quand tu vois à la fin C'est de ça, la saison, non. Arthur sera bientôt un héros. et que tu Ouais, le mais vois dans alors le là, film. je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que on savait déjà que ça allait être une trilogie. Oui, Donc c'est pour sa ça, renaissance, c'est elle pour est ça. le long de la trilogie. Ça- Elle est pas forcément dans le premier Ça film. je trouve encore, ça con. voilà, c'est pour ça. Là, je pardonne encore parce que j'attends de voir le reste. Mais c'est vrai que. On aurait pu avoir quand même les premiers échos, ou au moins le Ouais. fait qu'il se soit rendu compte de ses erreurs, c'est-à-dire le côté un peu rédemption avant... Après, je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème avec la fin. Enfin, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que le moment où il va pour se re-suicider en mourant avec ce château, quoi, qui est en train de se faire détruire, quoi. Ce qui m'a énervé, c'est que je me suis dit, mais justement, je croyais que tu avais changé. C'est-à-dire que tu es en train là de te battre, tu es en train de récupérer ce que tu devais récupérer, et finalement tu te laisses crever. Ouais, c'est Et en fait, j'ai l'impression qu'il a fait un bond en avant et hop, il est revenu en arrière juste le temps d'une vanne, en fait, presque. Je me dis, ouais, c'est Et ça puis- qui est dommage, en fait. C'est juste que je trouve que c'est trop gratuit, la façon de faire. Puis surtout, en plus, le personnage n'était pas obligé de se relever, il aurait pu s'enfoncer encore plus. Par exemple, donner un exemple tout simple, il aurait pu tuer Lancelot et s'enfoncer dans une culpabilité vis-à-vis du fait qu'il avait enfreint un de ses principes moraux quand même assez forts, qu'il avait tué un ami. Enfin, Ouais, mais je oui, dis mais pas que le justement, il perso- fera jamais ça. Il tuera jamais Lancelot. Il aime trop. Ah oui, mais ça aurait pu être intéressant, parce que ça Il veut amenait une sauver évolution. Lancelot, lui. Ouais, mais justement, ça aurait... parce que là, le problème, c'est qu'il arrive et il décide de faire... Bon, tout le monde le pousse, hein, il est emporté par le courant, parce qu'on peut pas dire qu'on a l'impression qu'il prend des décisions dans tout ça, mais il est emporté par le courant et il décide de renverser Lancelot. Et du coup, à la fin, il laisse Lancelot s'enfuir. Ce qui fait que toute la tyrannie
qu'on lui a mis en avant avec Alain Chabat, qui lui dit les enfants, le peuple qui est affamé, etc., eh ben, est totalement à même de se reproduire. Hein. C'est pas le château qui faisait que Lancelot, il faisait la guerre, il faisait la chasse aux chevaliers, qu'il oppressait le peuple, et en fait, lui, il le laisse se barrer. Ce qui fait qu'en fait, même là-dessus, ça donne l'impression que qu'il n'a pas vraiment été à fond dans ce qu'il a voulu faire, parce que là, en fait, la situation, elle reste telle qu'elle à partir du moment où il le laisse s'enfuir. Et c'est ça le problème que j'ai avec ça, en fait. Alors que s'il avait essayé de tuer Lancelot, ne serait-ce qu'essayer, même s'il n'y arrive pas, mais qu'il avait vraiment essayé de tuer Lancelot au lieu de renoncer au dernier moment, pour moi, ça aurait impliqué que le personnage a une ambivalence morale, qui a une évolution, et comme je dis, pas forcément une évolution dans le bien. Ça aurait pu être évolution dans le mal, mais quelque chose qui le bouge de sa situation initiale. Et le problème, c'est que pour moi, le personnage n'a pas bougé de sa situation initiale. Même avec Guenièvre, honnêtement, l'histoire d'amour qui aurait pas dû se faire pour moi. Enfin, Guenièvre, c'est le mariage échoué par excellence. Moi, j'aime bien. Où il s'est forcé. Moi, j'aime bien, mais peut-être ça aurait dû prendre plus de temps. Peut-être que ça fait 6 saisons où il envoie chier, et là, tout d'un coup, en un film, c'est fait. Peut-être ça aurait été bien qu'il développe ça un peu plus sur les 3 films. Et qu'après, tu vois, ça serait arrivé plus tard, peut-être. Là, moi, j'aurais bien aimé un peu trop vite. Ou trop. Oui, c'est ça, trop vite. Parce que disons que pour moi, le problème, c'est que quelque part, il y a plein de moments dans la série où il s'est forcé parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était sympa quand même, Guenièvre, et qu'elle faisait des efforts pour le supporter parce qu'il est pas toujours facile. Mais du coup, là, en fait, on a l'impression pour moi qu'il fait ça dans la même volonté. C'est-à-dire que s'il se met avec Guenièvre parce qu'il a de la peine pour elle, parce qu'elle fait de la peine à être toute seule au milieu de sa tour, là, parce qu'elle s'est fait capturer et qu'elle est toujours en train de rêver d'un amour qui viendra pas, avec un Pecno qui décide de remplir sa quête et qui en a rien à battre d'elle, mais qu'elle se remet à fantasmer sur le grand amour. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui vient me chercher, qui va me sauver avec un baiser. Enfin, elle fait de la peine. Mais du coup, je trouve ça dommage que Arthur, le premier baiser qui lui donne, en fait, vraiment de sa propre volonté comme ça, pour moi, en fait, ça fait pitié. C'est vraiment, je te donne un baiser de compassion. Et je trouve que même Guenièvre, elle mérite mieux que de la compassion. Elle mérite, c'est pour ça que j'aimais bien en fait la relation fraternelle qu'ils avaient commencé à instaurer entre les deux personnages, parce que c'était une relation qui, je trouvais, se prêtait beaucoup mieux aux deux personnages. Là où en fait, là j'ai l'impression qu'il retourne dans je vais lui donner un amour de pitié et de compassion, parce qu'elle est pathétique. Et j'aime beaucoup ton point de vue et je suis plutôt d'accord au final. Je suis en train de virer de bord, mais j'aime bien ton idée. Quel était le sujet du Cinésphère déjà? Benjamin. Grosse digression. Excusez-moi, j'ai l'impression que je suis passé dans une faille spatio-temporelle où on est passé de Cinésphère à Camelot-sphère. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un flash dans ma tête, je me suis perdu. Non, désolé, mais il fallait que ce soit dit. Je pense que. J'ai l'impression que dans cet épisode, on peut prendre tous les moments où on parle de films et faire comme le JDG, les films en vrac, et on parle de films. Bon, nous avons passé encore une fois un super épisode. En tout cas, on a beaucoup digressé, mais on a bien rigolé, c'était cool. J'aime bien ce genre d'épisode. Comparé au dernier épisode qu'on avait fait, qui nous avait fait un peu chauffer la cervelle, je trouve que celui-là, il est plus posé, plus tranquille, et j'ai bien aimé ce sujet beaucoup plus. Il y avait de la nostalgie, on parlait de films qu'on aime, machin et tout, donc ça c'était cool. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Bye. Bonne soirée, à bientôt.